Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver ici au centre Bellini, au siège de l'opinion et de l'AGFI. Nous nous retrouvons avec Nicolas Maquel, le CEO de Luxembourg for Finance, pour la 4e fois. Cela fait donc 4 fois que nous travaillons ensemble pour essayer d'analyser, au travers de toutes les ambitions du Luxembourg, d'analyser un peu les grands fondamentaux de l'économie et de la finance. Nous allons avoir une matinée dense aujourd'hui et demain, 2 matinées en vidéo et en live, avec des invités prestigieux, à la fois dans notre studio, des locaux du siège de l'opinion et de l'AGFI, mais aussi au Luxembourg, où nous rejoindrons dans un instant la ministre des Finances du Luxembourg. Nicolas Maquel, très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour cette donc 4e édition. Elle est intitulée cette fois-ci 2023 vers de nouveaux équilibres. On me faisait remarquer il y a peu de temps que la dernière édition en 2021 nous projetait 2 ans en arrière, 2 ans pendant lesquels il s'est passé des choses absolument invraisemblables, imprévisibles et qui ont effectivement créé de nouvelles perturbations, de grandes ruptures et la recherche de nouveaux équilibres. On est toujours à la recherche de nouveaux équilibres et 2023 sera sûrement une année cruciale de ce point de vue. On est heureux de vous accueillir dans nos locaux et vous allez nous présenter cette session 2023 de la conférence Luxembourg for Finance avec l'opinion. Très bien, merci beaucoup Nicolas Bétou et un grand merci à vos équipes aussi pour le travail qui a été fait sur cette 4e édition. Comme vous le dites très justement, depuis notre dernière édition en 2021, le monde a connu de grands changements et je crois que ce que l'on voit, c'est pas seulement que le nombre de crises, le nombre de défis auxquels nous devons faire face, auxquels doivent faire face nos économies et nos entreprises s'accumulent, mais surtout aussi elles s'accélèrent. Et derrière cela, il reste encore d'autres défis plus long terme comme le changement climatique ou les défis digitaux, sujets que nous allons évidemment aussi aborder. Et c'est donc dans ce sens-là que nous avons voulu travailler avec vous et vos équipes pour définir un programme qui aiderait les entreprises et les décideurs à mieux comprendre quels sont les enjeux, comment les aborder, quelle est la signification de ces changements. Vous nous parlez de ce programme justement? Comment est-ce que ça va se dérouler? Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les enjeux géopolitiques, l'économie. Par exemple aussi, nous allons parler de la Chine. Puis, en fin de matinée, voir ce que cela veut dire, notamment pour les banques, le secteur bancaire. Demain, nous allons nous concentrer sur les 2 grands défis que je viens de mentionner, à savoir le changement climatique et la digitalisation, aussi bien les opportunités de la digitalisation que les risques. Avec des marchés qui sont très incertains, très secoués et sur lesquels c'est difficile de parier. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, je crois que ce qu'il faut voir en tant qu'optimiste, c'est que l'industrie financière et les marchés ont été assez résilients. On voit que les marchés remontent petit à petit, mais restent fragiles, restent volatiles. Et donc, c'est un environnement qui vraiment n'inspire pas une énorme confiance. Les taux d'intérêt continuent à être très élevés, montent d'ailleurs, l'inflation persiste, l'inflation s'incruste et il faut voir combien de temps cela va durer. Avec en toile de fond, si j'ose dire, la guerre en Ukraine, le président Zelensky est en ce moment même aux États-Unis où il intervient pendant la session des journées de l'ONU. On a l'impression que comment dire, la variable, pardon du terme un peu trivial, mais la variable guerre en Ukraine est maintenant intégrée dans les marchés, dans l'économie. On sait que ça va durer, on a compris que ça allait durer, que ce ne serait pas une guerre éclair, et que ça allait avoir un impact considérable pendant des mois, probablement des années encore. Comment est-ce que vous analysez ça? Alors, vous avez certainement raison que cette donnée-là, cette variable-là est plus ou moins intégrée. On a tous compris qu'il n'y a pas de scénario de sortie à court ou moyen terme, malheureusement, pour la souffrance du peuple ukrainien. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que derrière l'agression russe en Ukraine se cache de nouveau une autre toile de fond qui est celle des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Et je crois qu'une grande partie de l'économie mondiale
est déjà aussi en train de se préparer à un scénario pas nécessairement optimiste pour ce créneau-là. Voilà. Donc nous voyons que vraiment nous sommes à un moment charnière de notre histoire avec l'échiquier international qui est en train de se réorganiser, avec l'émergence de nouveaux blocs, l'émergence de fragmentation, et c'est ça qui aujourd'hui devient une nouvelle réalité pour les entreprises et pour nos économies. Dans un peu plus de 6 mois, nous aurons partout en Europe les élections européennes. Elles se dérouleront aussi au Luxembourg, bien sûr. Le Luxembourg qui est au cœur et presque au centre de la vie européenne. Le Luxembourg qui a, si j'ose dire, fourni plusieurs présidents de commission européenne aux autres pays européens. On a l'impression que dans cette époque, à la fois les Européens doivent être de plus en plus unis et ils sont de plus en plus concurrents. Et c'est vrai aussi dans la matière financière. Les grandes places financières sont en concurrence. Paris avec Francfort, Paris l'était au sein de l'Europe avec Londres, c'est une affaire un peu différente maintenant. Le Luxembourg aussi. Comment est-ce que vous vivez cette contradiction entre le besoin d'unité et de faire de l'Europe une vraie place financière globale et le fait que chaque pays, chaque capitale ou presque, a aussi besoin d'avoir sa ressource propre? Alors, je crois que ce qu'il faudrait, c'est que l'on se concentre un peu moins sur la concurrence entre les places financières européennes. Par exemple, entre Luxembourg et Paris ou Luxembourg et Francfort, il y a davantage de complémentarité, en fait, que de concurrence. Ce que l'on voit, et Brexit d'ailleurs l'a vraiment confirmé, l'a montré, c'est que les différentes places financières en Europe ont chacune un rôle à jouer, une spécialisation qui fait que les acteurs de l'industrie financière ont choisi cette place-ci plutôt que celle-là. Ce que l'on doit en faire, c'est vraiment faire levier de ces forces respectives des différentes places pour renforcer l'ensemble. L'union des marchés de capitaux sera plus forte si on arrive à vraiment faire levier de ces différentes places financières pour améliorer la situation de l'Europe vis-à-vis de nos concurrents américains, vis-à-vis de nos concurrents asiatiques. Et je crois que la ministre va certainement en parler. On va en parler, mais précisément, vos forces, à vous, votre levier, ceux sur lesquels vous voulez peser pour être incontournables en Europe, ce sont lesquels? Alors, si le Luxembourg, par exemple, attire non seulement des acteurs venant de l'extérieur de l'Europe, mais si, par exemple, des grands acteurs français continuent à avoir des activités importantes au Luxembourg, c'est surtout parce qu'ils y trouvent une expertise internationale, multijuridictionnelle, irremplaçable, que l'on ne trouve pas ailleurs, et qui aide ces groupes, qu'ils soient français, allemands, italiens ou espagnols, à croître sur les marchés internationaux. Dans ce sens-là, le Luxembourg offre quelque chose qui vient en complément de ce que ces entreprises trouvent dans leur patrie. On va bientôt accueillir, encore une fois en visio, nous serons à distance, la ministre des Finances du Luxembourg. Elle est la présidente de la structure que vous dirigez en tant que CEO, Luxembourg for Finance. Est-ce que vous diriez que cette structure est à la fois une structure institutionnelle et politique ? Elle n'est certainement pas politique, c'est un partenariat entre le public, le gouvernement, et le privé à travers les associations représentatives du secteur. Elle travaille dans l'intérêt du pays, mais politique, non. On ne s'occupe pas de questions politiques, on est plutôt dans l'économie et le développement économique du Luxembourg. Ce qui est aussi un vrai vecteur politique, on le voit en France, en tout cas avec l'ensemble des initiatives prises par le président de la République pour attirer des capitaux, rendre le territoire attractif et faire en sorte que beaucoup de gens viennent prospérer ici. Il a eu beaucoup de succès en faisant. Et beaucoup de succès. Restez ici avec moi, on va accueillir Euriko Backes, qui est donc la ministre des Finances du Luxembourg, qui est en ligne dans l'Est de la France, bien sûr. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Bonjour Euriko Backes. Vous êtes ministre des Finances du Luxembourg depuis près d'1 an.
Vous avez, dans votre vie professionnelle, un cursus très spectaculaire, des études brillantes au Canada, à Londres, à Bruges. Vous avez été diplomate à New York, à Bruxelles, au Japon. Vous avez été la Sherpa, je pense qu'il doit y avoir un féminin à Sherpa, de deux premiers ministres luxembourgeois, et vous êtes également ancienne maréchale de la cour grand-ducale. Et puis vous êtes ministre des Finances, je le disais, depuis près d'un an, et je suis donc très à l'aise, vu votre parcours totalement mondial, très à l'aise pour vous demander de faire ce matin justement un tour d'horizon des défis géopolitiques et économiques tels que vous les voyez, vous, de votre poste de ministre des Finances au Luxembourg. Yoriko Bakes. Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur Bétou. En 10 minutes, peut-être c'est pas facile de faire ce grand tour d'horizon. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui à cette occasion de la conférence organisée par Luxembourg for Finance, ensemble avec l'opinion. Je tiens aussi à saluer Nicolas Mackel, mon collègue et ami CEO de LFF, ainsi que son équipe. J'aurais préféré d'être à Paris aussi avec vous pour la réception de ce soir, mais malheureusement, ça c'est plus difficile pour moi. Mesdames et messieurs... Il y a deux événements à Paris aujourd'hui. Il y a Charles III qui est en France, mais il y avait surtout ce dîner effectivement de Luxembourg for Finance. Ça sera, j'espère, pour une autre fois que je peux vous rejoindre à Paris. Mesdames et messieurs, l'Europe a été confrontée vraiment à une série de crises, voire ce qu'on peut appeler une polycrise au cours de ces dernières années. Le choc de la chaîne d'approvisionnement provoqué par la pandémie, suivi aussi de près par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, et aussi la crise énergétique qui s'en est suivie, a entraîné un retour de l'inflation en Europe, comme vous l'avez mentionné. Cela après plus d'une décennie de taux d'intérêt faibles, voire négatifs. Le resserrement rapide de la politique monétaire a contribué à un ralentissement économique. J'étais à Saint-Jacques-de-Compostelle la semaine dernière dans le cadre de la présidence espagnole du Conseil des ministres. On a eu des réunions de l'Eurogroupe et une réunion informelle de l'ECOFIN. C'était peut-être un peu comme un pèlerinage en Espagne. Peut-être, en tout cas, on a discuté aussi des dernières prévisions économiques que la Commission européenne nous a présentées, qui a une nouvelle fois revu à la baisse la croissance de l'économie de l'Union européenne, qui devrait atteindre 0,8% cette année et 1,4% l'année prochaine. C'est pas fameux, mais au moins, c'est la croissance. La croissance mondiale a également ralenti à 0,5% au premier trimestre. L'effet de rebond économique de la réouverture de la Chine a été de très courte durée. Cela signifie aussi que l'Europe ne peut pas compter sur la demande extérieure pour combler une perte de vitesse de son économie. À moyen terme, l'Europe est confrontée à une croissance économique modérée et à une inflation persistante dans un contexte de tensions géopolitiques continue à créer de l'incertitude pour tous les acteurs économiques, et Nicolas l'a bien mentionné tout à l'heure. La bonne nouvelle, et il y a toujours une bonne nouvelle, est que l'économie européenne continue à faire preuve de résilience face aux chocs considérables qu'elle a subis ces dernières années. Les marchés de travail, en particulier, restent quand même robustes, il faut le souligner. Il importe également de souligner que l'Union européenne a fait preuve de solidarité remarquable, et peut-être on ne le mentionne pas assez, face à un État qu'on pourrait appeler de permacrise. De l'achat conjoint de vaccins à la création de Next Generation EU, de l'accord sur un arsenal de sanctions vraiment massives contre la machine de guerre Poutine, aussi à la réduction de la dépendance aux énergies fossiles russes, et cela vraiment dans un temps record. Cela a montré une fois de plus que l'action européenne commune est la meilleure et même peut-être la seule réponse viable face aux crises.
Et seule une Europe peut être un partenaire international crédible, un partenaire international aussi fiable pour relever les défis mondiaux. Il est important de noter que l'Union européenne a créé les bonnes leçons des crises antérieures et c'est grâce à l'union bancaire et aux réformes de l'union économique et monétaire que la zone euro est aujourd'hui mieux équipée pour résister aux chocs extérieurs. Les stress tests publiés par la Banque centrale européenne et l'autorité bancaire européenne en juillet montrent que les banques européennes resteraient résistantes face à un scénario défavorable combinant une grave récession et une hausse des taux d'intérêt et des écarts de crédit. Avec Next Generation EU, l'Europe s'est concentrée sur les investissements favorisant la croissance, notamment dans la transition verte et numérique. C'est très différent de notre réponse à la crise de la dette souveraine. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle d'austérité. Mais ne vous méprenez pas, notre réponse au choc extérieur extraordinaire de ces dernières années, y compris la suspension temporaire des règles budgétaires communautaires, ne peut pas être un permis de s'endetter. Afin de pouvoir prendre les mesures appropriées en cas de nouveau choc, il est vraiment essentiel que nous maintenons une position prudente en ce qui concerne les finances publiques, tant au Luxembourg que dans le reste de l'Union européenne. Il ne s'agit donc pas uniquement de décisions qui ont un impact maintenant à court terme, il faut toujours penser aux défis aussi à plus long terme. Et cela inclut évidemment les priorités stratégiques que nous nous sommes données, notamment en matière de défense, de la lutte contre le changement climatique et aussi nos investissements dans la transition écologique. Une politique budgétaire prudente permet de maintenir la flexibilité nécessaire pour affronter les défis futurs et à faire face à des éventuels chocs externes. Il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, que pour les marchés des capitaux, une dette, ça restera toujours une dette. Les marchés des capitaux ne s'intéressent pas vraiment aux motifs de l'endettement, aussi valable soit-il. On doit rester crédible vis-à-vis des marchés des capitaux aussi. Et pour autant, les investissements restent un élément essentiel. La réalisation de la double transition rend l'économie européenne non seulement plus résiliente, mais aussi plus compétitive dans le monde globalisé dans lequel nous vivons. Afin de réussir cette double transition dont on parle beaucoup, il est vraiment nécessaire d'avoir un secteur financier pan-européen fort, à même de soutenir les entreprises européennes à financer leur croissance durable et à investir aussi dans l'innovation. L'Union européenne, pour sa part, doit créer l'environnement propice nécessaire et cela signifie établir les règles et les normes cohérentes. En matière de finances durables, ça signifie une réglementation visant aussi à promouvoir les services financiers numériques et un meilleur accès aux sources de financement alternatifs comme le capital risk. Cela nécessitera une union des marchés des capitaux qui s'appuie sur l'expertise des différents États membres et la proximité des autorités de surveillance nationales, tout en tirant profit d'un marché unique, doté d'un cadre réglementaire qui promeut la stabilité financière et aussi la protection des investisseurs. Contrairement aux États-Unis, l'Europe continue de s'appuyer principalement sur le financement bancaire. La création d'un marché unique des capitaux permettra aux entreprises de lever des capitaux plus facilement et à moindre coût, offrant ainsi des avantages économiques et cela pour l'ensemble de l'Union européenne. Si l'objectif est d'améliorer les conditions de financement des entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne, le projet d'union des marchés des capitaux ne peut avoir pour but de reproduire la City of London chez nous. Les États-Unis ne peuvent pas non plus fournir pour nous un modèle approprié. Mesdames et messieurs, la devise de l'Union européenne
unis dans la diversité, devrait devenir le principe directeur de la conception d'une union des marchés des capitaux polycentrique. Une union qui fonctionne au bénéfice des citoyens et des entreprises, et cela dans tous les États membres. Une union qui profite pleinement des forces et de l'expertise des différentes places financières en Europe, dont Paris, Luxembourg, bien sûr, Francfort, Madrid, Milan, Varsovie, Dublin, par exemple. Nous devrons aussi promouvoir les services financiers transfrontaliers au sein du marché intérieur, tout en restant ouverts vers le reste du monde. Nous ne souhaitons pas une forteresse Europe, pas de Fortress Europe. Ces dernières années, nous avons assisté à la mise en place de mesures protectionnistes sur différents marchés, y compris au sein de l'Union européenne. Toutefois, il est dans l'intérêt des investisseurs ainsi que dans l'intérêt des entreprises européennes de pouvoir accéder aux meilleurs produits et services financiers, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans l'Union européenne. Nous célébrons cette année le 30e anniversaire du marché unique. Il s'agit sans aucun doute de l'une des plus grandes réalisations de l'Union européenne. Veillons non seulement ensemble à le préserver, mais aussi à le développer davantage pour faire de l'Europe l'une des économies les plus compétitives au monde. J'y crois fermement. La façon dont nous répondons à la permacrise aujourd'hui, mesdames et messieurs, déterminera l'avenir de nos économies et de nos sociétés. Elle façonnera également l'avenir de notre Union européenne. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne conférence et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Yuri Kobakes. Merci pour cette introduction à la fois précise et ambitieuse. Vous avez ouvert de nombreuses pistes sur lesquelles nous allons travailler pendant toute la matinée, aujourd'hui et demain. L'endettement, le surendettement même de certains pays, évidemment je pense à la France, la permacrise, ce concept que vous avez évoqué à la fin de votre intervention, la transformation écologique, les grands défis géopolitiques. Pour tout cela, nous allons avoir le temps de débattre avec de nombreux invités sur notre plateau et également à distance. Pour passer la parole à Cécile Desjardins, ma consoeur de l'opinion, qui va enchaîner et animer les premiers débats, avec Muriel Motte, la journaliste également de l'opinion, un peu plus tard. Je vais vous proposer de regarder maintenant une vidéo sur les 10 chiffres clés de la conjoncture internationale à date. Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international, l'économie mondiale devrait croître de 3% en 2023, après une baisse de 3,5% en 2022. Les incertitudes sont importantes, notamment en raison de la lenteur du redémarrage chinois, de la forte volatilité des prix de l'énergie et du durcissement des politiques monétaires. La Fed américaine et la BCE ont fortement remonté leurs taux directeurs au cours des derniers mois, pour atteindre respectivement 5,5% et 4,25%. Les économistes s'attendent ainsi à une récession technique aux États-Unis, avec une hausse du PIB américain limitée à 1,4% en 2023 et de 0,4% l'an prochain. En Europe, c'est une croissance molle qui s'annonce, avec plus 0,4% en 2023 et plus 0,8% en 2024. La France a affiché 0,5% au deuxième trimestre, un chiffre salué comme une performance remarquable par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Mais la situation économique commence à se tendre dans beaucoup d'entreprises. C'est d'ailleurs le retour des faillites au niveau européen. D'après les données publiées mi-août par Eurostat, les défaillances d'entreprises dans l'Union européenne ont grimpé de 8,4% au deuxième trimestre, retrouvant le niveau de 2015. Les secteurs les plus touchés sont ceux de l'hébergement et la restauration, puis des transports et du stockage. Enfin, l'éducation et les activités sociales. En France, la tendance est moindre, mais la Banque de France relève un rattrapage du nombre de faillites après 3 ans de suspense. Selon une étude récente du cabinet ARC, près d'une entreprise sur 3 pense ne pas pouvoir faire face au remboursement cumulé de ses créances, PGE, investissements et factures. Par ailleurs,
la hausse des taux d'intérêt est en train de bloquer l'activité immobilière. Enfin, la demande intérieure est minée par la baisse du pouvoir d'achat. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, vient de tirer la sonnette d'alarme concernant un tsunami de déconsommation face à une inflation alimentaire qui atteint 20% sur 2 ans. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste et rédactrice en chef adjointe à l'Opinion. Et nous allons poursuivre les débats de cette matinée avec un point sur la situation géopolitique et économique européenne. Alors, je suis en compagnie de Bruno Bajard. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, vous êtes directeur des assurances de spécialité chez Marche France. À vos côtés, Valérie Plagnol. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes économiste et membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie. Et puis malheureusement à distance, bonjour Francis Malige. Bonjour Francis. Bonjour. Francis, tu es directeur général des institutions financières de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Alors, je voudrais qu'on reparte peut-être du titre de notre table ronde, ce que 18 mois de guerre auront changé en Europe. Et tout simplement, est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que ces 18 mois de guerre ont changé la donne en Europe? Francis, peut-être pour commencer, avec une vision un peu géopolitique européenne. Alors, moi je dirais oui, les choses ont changé. D'abord parce que, en fait, cette guerre, elle marque, on peut dire, le retour du risque géopolitique sur le continent européen. C'est un peu la fermeture de cette espèce d'ère des bisounours dans laquelle on était rentré en 1991 en disant tout va bien, la Russie devient communiste, on a les mêmes valeurs, donc il n'y a plus de risque géopolitique. Et en fait, ça produit plusieurs choses. D'abord, ça produit un rééquilibrage de l'Europe au profit, à mon sens, des Est européens, qui peuvent nous dire, on vous l'avait bien dit. Et cette clairvoyance, je crois, leur donne un avantage de crédibilité supplémentaire par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Après, on constate du coup que la notion d'indépendance revient sur le devant de la scène. On n'est plus uniquement sur des problématiques économiques, on est sur des problématiques économico-militaires. Et donc le modèle préféré qui consistait à déléguer la sécurité aux États-Unis, l'énergie à la Russie, la croissance économique à la Chine et la croissance démographique à la Turquie, on se rend compte que c'est pas une bonne façon de maintenir sa souveraineté. Donc il va falloir penser à investir différemment dans la défense, dans l'énergie, dans la sécurité alimentaire. Alors, l'un des sujets, je crois, et la ministre a parlé de compétitivité, l'un des sujets qui est important, c'est qu'on voit se creuser de façon, pour l'instant, qui paraît durable, une différence de prix de l'énergie entre l'Europe et les États-Unis. Le prix de l'énergie est d'autant plus important sur la compétitivité qu'il se décale entre les régions. Si tout le monde paye son énergie plus cher, c'est moins grave. Mais là, on a vraiment ce décalage qui doit nous pousser nous à être encore plus compétitifs. On voit aussi, mais c'est un peu plus faible à ce stade et très très localisé dans les pays d'Asie centrale pour l'instant et des pays et d'autres pays, un recours naissant, même si pour l'instant mineur, à des monnaies alternatives au dollar pour le commerce international. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin avant qu'il y ait une monnaie qui s'impose comme monnaie de réserve à l'opposé du dollar, parce qu'il suffit pas de faire du commerce, il faut aussi avoir un état crédible, un état de droit, etc. Et puis une convertibilité accessoirement. Mais enfin, on voit un début de phénomène de ce point de vue-là. Et puis enfin, pour revenir sur le changement climatique, le dernier point, mais qui est un point, je pense, essentiel, qu'on observe, c'est que on voit une plus grande impatience des pays du Sud sur la question de qui doit financer l'adaptation et le changement climatique. Et ça, c'est exacerbé par l'ampleur des financements qu'ils nous ont vu dégager pour le Covid et pour le soutien à la guerre. En clair, ils disent les milliards sont là. Donc pourquoi nous on n'y a pas droit alors que en fait on est en train de souffrir d'un changement climatique qui est le fait des pays avancés. Et il est de notre point de vue-là d'investir massivement dans la transition et l'adaptation des pays émergents. C'est pour ça que la BERD s'apprête à entrer en Afrique subsaharienne également aussi. Le secteur financier dit qu'il n'en a pas les moyens. Je pense que le secteur financier doit aussi faire sa réflexion. On peut pas uniquement vu les montants en jeu, on ne peut pas se reposer uniquement sur les financements publics
pour financer l'adaptation et la transition énergétique des pays émergents. Mais c'est de notre intérêt, de notre sécurité de le faire, parce que si on ne le fait pas, la montée des eaux, elle va toucher tout le monde et les migrations climatiques vont aussi toucher tout le monde. Voilà, on y reviendra. Je vais juste faire réagir Valérie Plagnol sur Francis a déjà abordé l'énergie. Comment est-ce que vous analysez ce nouveau monde 18 mois après le début de la guerre ? En fait, la crise et la guerre en Ukraine, effectivement, dans sa dimension géopolitique, c'est aussi un accélérateur et un révélateur d'une situation qui a commencé à se bâtir antérieurement. Alors, ça a été dit, effectivement, accélérateur de la hausse des prix, accélérateur de la hausse des prix de l'énergie, des matières premières aussi globalement, dans un monde qui était déjà en tension sur effectivement, en ce qui concerne l'Europe, nos dépendances et notre demande à un certain nombre de matières premières. Mais on l'a vu aussi au lendemain de la crise du Covid, par le rebond de la demande globale, des chaînes de valeur terriblement éclatées et en difficulté à cause de la crise de la Covid. L'Europe s'est retrouvée dans une situation où on a vu en fait les prix d'un certain nombre de produits finis ou semi-finis, des matières premières et de l'énergie commencer à accélérer à travers cette demande. Révélateur aussi, ça vient d'être dit et très justement, et je m'y associe, de véritablement la dépendance de l'Europe, d'une part aux matières premières, à l'énergie et particulièrement au gaz russe, dépendance pour sa défense, c'est effectivement aussi ce qu'on avait peut-être un peu oublié, accélérateur aussi plus globalement, mais je reste dans le domaine de l'énergie, mais on voit bien que la guerre commerciale, le refermement du monde, la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue, qui s'était quand même commencé à se manifester depuis déjà 2016, a pris un tournant supplémentaire dans ce contexte particulier. Ce qui m'a intéressé, c'est quand même, je voudrais apporter peut-être une note de résilience. C'est-à-dire que l'Europe, dans son organisation, dans son ouverture, dans le système énergétique et de marché et des interconnexions, alors c'est vrai que les prix ont fortement augmenté, mais on a vu en fait un renversement très rapide des flux en direction de l'Europe, des flux gaziers, cette fois-ci du gaz liquéfié, le marché s'est véritablement compensé et on a passé l'hiver, ce dont on n'était pas sûr l'année dernière, dans des conditions extrêmement difficiles. La France a participé à ce changement de flux, notamment parce que tous les flux provenance de l'Est étant fermés par la fin des livraisons gazières par les gazoducs, les ports méthaniers ont été très sollicités et nous avons cette capacité et ces infrastructures comme l'Espagne. Donc tout d'un coup, les flux gaziers sont remontés du sud vers le nord, de l'ouest vers l'est. On est véritablement dans un changement de paradigme important, dans une reconfiguration énergétique, en tout cas à court terme, qui continue d'être marquée par cette énergie et par les énergies fossiles. Dans une période aussi, je reste un peu sur la France, où nous avons eu des difficultés, où nous avons été l'année dernière importateurs nets d'électricité, ce qui n'était jamais arrivé dans notre système nucléaire. Et ça aussi, c'est à rebâtir et c'est ce que nous faisons. Bruno Bajard, peut-être avec une vision un peu plus micro, qu'est-ce que vous voyez chez vos clients? Qu'est-ce que vous voyez dans les entreprises? Comment est-ce que les entreprises ont peut-être, elles aussi, connu un moment de basculement? Alors, s'agissant du secteur de l'assurance et de la gestion des risques, je pense qu'il faut commencer par rappeler que les risques de guerre des pays impliqués sont en principe exclus par les compagnies d'assurance, parce que tout simplement le risque de guerre n'est pas un risque qui est mutualisable pour des raisons qu'on comprend. Pour autant, ça ne veut pas dire que les assureurs et que les différentes branches d'assurance ne sont pas impactées, et même assez profondément par ce secteur. Si vous voulez bien, je vais prendre quelques exemples pour vous l'illustrer, peut-être par ordre croissant de gravité. Vous avez d'abord un certain nombre de branches d'assurance qui sont touchées tout simplement par perte d'opportunités, perte de matière assurable. Par exemple, l'oil and gas, qui n'est plus assurable pour des raisons de sanctions, le secteur du shipping, le petit secteur du spatial aussi, qui est un secteur qui a besoin des risques, un tout petit secteur, et qui a donc besoin des risques russes pour pouvoir, si vous voulez, avoir un spread de risques important. Notez que ce n'est pas seulement un problème pour les assureurs, c'est peut-être aussi un problème pour l'Europe, puisqu'on avait confié le déploiement de notre constellation de souveraineté au lanceur Soyouz, qui est donc plus disponible, donc c'est aussi un problème au-delà de
l'assurance. Vous avez aussi les branches d'assurance qui sont déstabilisées en termes de garanties, de nature des garanties. Je pense à la branche d'assurance la plus en croissance, qui est la branche des risques cyber, qui est non seulement confrontée à une croissance effectivement des actions russes, mais surtout qui cherche, les assureurs maintenant, et on les comprend, cherchent à clarifier et à exclure les événements cyber qui sont d'origine militaire et qui impactent effectivement un très grand nombre d'assurés. Et ça pose une question de caractérisation du risque militaire. C'est pas d'où ça vient une attaque. C'est très difficile, effectivement, c'est très difficile. Et on voit bien du coup que ça pose la question de l'efficacité de la garantie et donc du coverage certainty, comme on dit en anglais. Donc c'est effectivement déstabilisant pour cette branche. Vous avez également des branches qui sont directement au cœur du conflit. Je pense à la branche marine, quand il s'agit en ce moment d'assurer les navires qui permettent aux grains et aux céréales de sortir d'Ukraine. Alors c'était faisable encore quand on assurait le risque de guerre fortuitement parce qu'une mine pouvait flotter ou il pouvait y avoir un tir perdu. Mais quand les bateaux deviennent une cible déclarée suite à la remise en cause de l'accord du grain par Poutine, c'est autre chose parce que là, on a vraiment un risque d'hostilité et un challenge d'assurance que d'ailleurs le groupe Marsh McLennan a essayé de relever en mettant en place pour le gouvernement ukrainien une solution d'assurance pour permettre à ces bateaux d'être néanmoins assurés. Vous avez aussi des branches qui sont impactées de façon inattendue et indirecte et dans des montants très importants. Je pense à la branche aviation. C'est pas parce qu'il y a eu des crashs, il n'y a pas eu des crashs en série, mais vous avez eu en revanche cette situation d'expropriation en bloc de centaines d'avions, on parle de 500 avions, qui crée en fait pour les loueurs occidentaux, en particulier les lessors européens, voilà, une perte. Concrètement, c'était les 500 avions qui étaient sur sol russe au moment précis du démarrage des hostilités. C'est ça, qui étaient des avions donc opérés par des airlines russes. La Russie est un grand pays qui a besoin d'aviation, c'est un pays d'aéronautique, mais c'est un pays qui, pour son aéronautique civile, s'appuie sur des avions occidentaux, loués par des grands lessors. Et du jour au lendemain, suite aux sanctions, effectivement, ces contrats de lease ont été résiliés et les avions ont donc été expropriés avec un sinistre potentiel qui dépasse les 10 milliards. Donc c'est le plus gros sinistre historique de la branche aéronautique, probablement plus gros de plusieurs ordres de grandeur que le World Trade Center. Même si, on pourrait parler des heures de ce sinistre passionnant, même si c'est en train un petit peu de se simplifier, ça restera le plus gros sinistre aéronautique. Donc vous voyez un peu de façon surprenante. Si on globalise, c'est juste le paysage des risques qui a explosé. Alors, tout à fait. Merci, vous me tendez la perche pour parler de la dernière branche dont je voulais parler, qui est cette branche des risques des 50, à peu près la cinquantaine d'assureurs spécialistes en risque politique et de crédit. Ce sont des assureurs qui assurent les investissements et les contrats de nos entreprises à l'étranger. Et donc, ils sont un peu moins exposés sur l'Ukraine, puisque depuis la crise de la Crimée en 2014, ils avaient largement réduit leurs expositions. Pour autant, ces assureurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils notent, vous savez, ils notent l'ensemble des pays dans lesquels nos entreprises exportent, une centaine de pays à peu près. Et si l'on regarde comment les notations, c'était votre question d'origine, comment les choses ont évolué, comment les notations de cette centaine de pays a évolué depuis un an, on voit que les 3/4 des pays, 75% des pays, ont effectivement été dégradés, ont une note, donc un risque qui est perçu comme étant aggravé, et de façon très significative, parce qu'en pourcentage, c'est 67%, donc presque 70% d'aggravation de risque sur les 3/4 des pays. Donc je pense que c'est un bon thermomètre de l'aggravation des risques telle qu'elle est perçue par le secteur des assurances. Peut-être une réaction, Francis Malige, cette augmentation du risque dans une centaine de pays, pour vous, à la Bird, ça a des conséquences directes ? Oui, enfin, dans un sens oui, dans un sens non. C'est-à-dire, d'abord, je voudrais rebondir sur l'Ukraine. C'est vrai qu'on n'assure pas le risque de guerre. Moi, ce que je constate, c'est qu'on n'assure plus l'Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est un sujet, peut-être qu'il faudrait qu'on s'en parle offline, mais les assureurs ont complètement coupé la couverture du risque, quel qu'il soit en fait en Ukraine. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes un entrepreneur ukrainien, vous n'arrivez pas à vous assurer pour un risque bêtement IARD de base, sans parler du risque d'être détruit par un bombardement de M. Poutine. Et ça c'est un vrai sujet parce que la reconstruction de l'Ukraine, ça commence maintenant. Il faut pas, on n'attend pas un accord de paix. Je rappelle que la paix entre l'Allemagne et la Russie a été signée en 1991. Donc, si on attend un accord de paix, ça va faire un grand moment. Donc, c'est important, je crois, de différencier. Je pense que l'industrie de l'assurance a puni de la même façon l'agresseur et l'agressé.
Et je crois qu'il y a peut-être une réflexion à mener au-delà du risque de guerre là-dessus. Après, la Bird investit. Moi, mon portefeuille moyen, il est coté single B à la Bird. Donc, on investit quand même dans des pays qui sont au-delà de l'appétit pour le risque de la plupart des investisseurs. On voit effectivement une montée du risque. On voit une plus grande complexité du risque. Mais ce qu'on voit aussi en ce moment, c'est quand même aussi une montée des taux d'intérêt. Et donc, j'ai envie de dire un peu comme toutes les banques, en ce moment, ça va plutôt bien d'un point de vue de rentabilité pour nous, parce que quand il y a du risque, il y a plus de choses à faire pour une banque, en particulier pour une banque de développement, encore une fois comme nous, dont le métier est de prendre du risque sur des endroits où le secteur privé ne va pas forcément. Juste, quand on voit ce paysage plus risqué, plus incertain, est-ce que ce n'est pas aussi le bon moment pour changer les choses, pour redéfinir des nouveaux cadres? Alors peut-être Valérie, sur l'énergie, c'est particulièrement évident. Ah oui, c'est complètement évident. Alors, moi j'aurais deux mots, c'est résilience et sobriété. Parce que là, à court terme, ce sont quand même les points forts de ce qui nous est arrivé en Europe de l'Ouest. D'une part, la résilience à travers le marché de l'énergie et cette capacité effectivement à passer l'hiver. Et on sent bien que cette année, modulo le risque climatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas quand même à l'abri d'un hiver très froid et très long, mais on est quand même, les opérateurs sont un peu plus assurés et un peu mieux à préparer en fait à cette saison. Ça, c'est un premier point. La sobriété, on le voit d'un point de vue économique, ça a été dit aussi par la ministre des Finances du Luxembourg, c'est-à-dire que la dette commence à peser. On sort aussi de la crise du Covid. Moi, j'ai du mal à détacher la crise d'une crise de l'autre. Il faut quand même les prendre dans cette continuité. Et aujourd'hui, les États sont confrontés au retour des politiques monétaires plus sobres, pour dire le moins, et la remontée des taux d'intérêt, et au risque effectivement lié en fait à la dépense tous azimuts. L'autre point effectivement, c'est la grande leçon, et on se tourne maintenant vers ces sujets de manière beaucoup plus aiguë, c'est tenir nos engagements en matière climatique. Les échéances, c'est 2030, c'est 2050. Là encore, l'Europe a été très réactive et beaucoup d'initiatives ont été prises. Next Generation, Fit for 55, on est dans cette logique à la fois de la décarbonation, de repenser le mix énergétique, de reconsidérer en fait la hiérarchie et l'organisation dans ce mix énergétique, avec probablement aujourd'hui une réaccélération des investissements, je parle un peu pour la France, on était un peu en retard, sur les énergies alternatives, et aussi nous repensons le programme nucléaire, vous le savez, ça a été dit. Donc tout ça est en train de se remettre en place, on regarde vers cet avenir avec la contrainte de la décarbonation, certains disent défossilisation, pour être plus clair, réintroduit aussi la notion de capture du carbone, et puis bien sûr l'hydrogène qui revient. La hausse des prix rend plus compétitifs d'autres énergies et d'autres mix. C'est aussi important de le souligner. On voit l'économiste qui parle quand vous évoquez la hausse des prix. Ça peut se réguler tout seul par la hausse des prix ? Aujourd'hui, l'économiste que je suis vous dirait que oui. Alors attention, ça c'est le marché de gros, c'est la recherche de compétitivité, c'est la réorientation du mix énergétique vers effectivement une énergie décarbonée, la transition climatique. Il faut aussi penser aux particuliers, aux entreprises et aux chocs à court terme. Aujourd'hui, la plupart des États européens ont mis en place d'une manière ou d'une autre des boucliers pour véritablement parer ce choc, parce qu'à court terme, il est insupportable. Il faut bien le dire, et c'est effectivement ce tournant que nous sommes en train de prendre, d'abord parce que nous avons fait preuve de grande sobriété. Rappelez-vous, l'hiver dernier, la consommation domestique a baissé d'à peu près 10%. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut achever à court terme, et face à un choc d'offres, on est bien obligé aussi d'en passer par une réduction de la demande. C'est important de le faire sans sacrifier les plus fragiles et en les protégeant. Vous pensez que sur ce choc d'offres, on a encore une marge de manœuvre, qu'on peut encore être sobre cet hiver, ou que finalement les habitudes reviennent aussi vite que...
Alors, je crois que c'est important parce qu'on y travaille. Et effectivement, la sobriété, alors dans le cadre aussi de la loi de programmation climatique, la sobriété a sa place. On parle d'efficience énergétique, mais on parle aussi de sobriété. Et c'est une sobriété qu'il convient d'intégrer dans ses comportements et dans ses usages, plus que de la subir. Il ne s'agit pas d'être dans la contrainte et il ne s'agit pas non plus d'être dans la précarité. Et c'est véritablement, effectivement, un autre monde qu'on a connu à d'autres époques, mais vers lequel, je pense, on s'oriente. Vous savez qu'un certain nombre d'outils ont été mis en place aussi autour des indicateurs qui nous permettent de faire face à ces moments de tension. Et puis, encore une fois, ça se passe à la maille européenne, avec des interconnexions, avec une grande solidarité. Bruno Bajard, qu'est-ce qu'on doit refonder quand on parlait changement de cadre et poser les bases d'un nouveau monde peut-être? Qu'est-ce que vous voulez changer? Alors, je ne sais pas si c'est une opportunité, parce que le mot est un peu positif, en tout cas peut-être une occasion de se penser sur un sujet de façon un peu urgente qui est révélée par cette crise. Si on a dit tout à l'heure que les risques de guerre des parties impliquées étaient effectivement pas couverts, reste en fait que ce qu'on appelle les risques de guerre, les risques d'être fortuitement victimes du conflit par une mine qui flotte, par un missile qui vole, par des terroristes, donc les risques de guerre sont quand même aujourd'hui font l'objet de rachats d'exclusion, ce qu'on appelle dans tout un tas de secteurs, et que c'est même souvent légalement obligatoire pour une compagnie aérienne, pour une société, pour un armateur, effectivement d'acheter aujourd'hui ces garanties. Pour également un contrat dans la chaîne contractuelle, c'est souvent aussi contractuellement obligatoire. Or, ces garanties, telles qu'elles sont écrites, sont des standards d'assurance. Elles font l'objet de clauses de résiliation automatique dans deux cas. Qui sont aujourd'hui, à mon avis, qui méritent de se pencher dessus. Le premier cas, c'est l'implication de deux pays du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le conflit directement. Et le deuxième cas, c'est le cas de détonation nucléaire hostile. Alors, je crois que les assureurs eux-mêmes font le constat que dans la situation actuelle, quelle que soit la façon dont on essaie de prévoir les choses, si effectivement c'est l'Ukraine et l'Occident qui prévalent dans le conflit, eh ben, on peut craindre, et la Russie en a fait la menace plusieurs fois, qu'ils appliquent la doctrine de la guerre froide et qu'à ce moment-là, ils fassent effectivement l'usage de l'arme nucléaire. Et donc là, c'est le deuxième trigger qui pourrait être déclenché. Et inversement, si c'est la Russie qui prévaut, on peut imaginer une réaction soit de la Pologne, soit de l'OTAN, et là aussi, à ce moment-là, c'est le premier trigger qui pourrait réagir. Et donc, on voit qu'on a sans doute, même si ces clauses, fort heureusement, ne sont jamais appliquées, on voit qu'on n'est peut-être jamais été aussi près de déclencher ces clauses, et du coup, par ricochet, d'avoir une suspension de ces garanties qui pourraient entraîner un blocage, finalement, d'un certain nombre de l'économie assez. Donc, les assureurs y réfléchissent avec les clients et avec les courtiers justement à prendre en compte cette nouvelle situation géopolitique voilà. Et donc je pense que ça c'est un sujet actuellement de... Est-ce que, comme dans des sujets terroristes ou catastrophes naturelles, vous attendriez que l'État se penche aussi sur la question? Je pense qu'on peut... les précédents du 11 septembre ont montré qu'effectivement le rôle de l'État avait été clé dans la résolution d'une crise qui ressemble un petit peu. Et je pense qu'effectivement, c'est une discussion qui doit se faire avec, je pense, toutes les parties prenantes et effectivement aussi les pouvoirs publics. Pour l'instant, c'est surtout une discussion entre professionnels. Francis Malige, qu'est-ce qu'il faut changer selon toi? Tu évoquais déjà tout à l'heure des nouveaux projets, enfin des nouveaux sujets sur lesquels il faut plancher. Est-ce qu'il y a des choses dans la feuille de route qu'il faut mettre très vite en place? Oui, moi je crois, on a parlé du changement climatique. Moi je crois qu'on ne peut pas gagner la bataille du changement climatique avec les outils qu'on a aujourd'hui. Parce que, en fait, quand je regarde la façon dont on encourage le changement climatique, je parlais du secteur financier, on le fait beaucoup sous forme de standards qui sont volontaires, appliqués par des grandes banques, et en fait, parce que les activistes se focalisent de façon tout à fait classique sur les grands noms, les sociétés cotées, etc. Et ça marche bien avec un détail près quand même, c'est que on voit beaucoup de tonnes de CO2 qui sortent des bilans et qui sortent pas vraiment de l'atmosphère.
C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce comme on avait un shadow banking, on a un shadow carbon banking en fait qui se met en place avec des gens qui sont moins motivés par le changement climatique et qui flairent une bonne affaire. Et voilà, le capitalisme se joue comme ça. Donc, je pense que là, il y a vraiment un besoin de remettre les choses un petit peu à plat en termes de régulation. L'assurance est un investisseur à très long terme. Moi, je voudrais que les fonds de pension pensent aussi au très long terme et pas seulement au prochain trimestre. Quel bien cela fait-il à un retraité anglais d'investir et de ne pas prendre le risque justement de ces marchés émergents si dans 20 ou dans 30 ans il y a un milliard de réfugiés climatiques, qu'est-ce qu'il va devenir sa pension? Et donc je crois que toutes ces choses-là qui sont en fait un mélange de régulation et de décision de business, notre système n'est pas pensé à l'échelle de temps nécessaire à résoudre la crise climatique. Donc s'il y a une chose à changer, je pense, qui aujourd'hui c'est cela, c'est indirectement le résultat de la guerre en Ukraine. Je crois que la guerre en Ukraine nous amène à repenser un certain nombre de choses, un certain nombre de choses qui nous semblaient acquises, mais je crois que le défi, cette guerre va continuer. Nous soutenons l'Ukraine, comme vous le savez, à la Bird, de façon tout à fait décisive et importante pour nous. Mais l'enjeu des décennies prochaines, c'est le changement climatique, et je pense que on est mal parti si on continue avec les outils qu'on a aujourd'hui et les comportements et les incentives que le système capitaliste nous dicte. Voilà, je suis pas en train d'essayer de faire la révolution communiste, mais je pense que il faut quand même réfléchir à la façon dont on priorise les investissements sur le climat. Si tu avais un vœu à formuler ou un souhait, un coup de baguette magique, ce serait quoi ta solution pour qu'on arrive à trouver les bons leviers? Moi, je crois qu'il y a une solution de réglementation, c'est-à-dire nous, on s'engage beaucoup avec les banques partenaires. Donc, à la Bird, on travaille avec environ 350 institutions financières partenaires dans les 36 pays dans lesquels on travaille. On est passé d'un modèle où on leur prête de l'argent pour qu'elles investissent dans le climat à un modèle où on les aide à elles-mêmes être alignées sur l'accord de Paris et donc à prendre l'ensemble de leurs décisions avec en ligne de mire le risque climatique. Je crois que et les banques nous disent, on vous aime bien, mais on va vraiment bouger quand le régulateur nous demandera de bouger. Et donc, on a fait un sondage, elles le disent de façon un peu plus polie que ça, mais c'est ça la réalité. Donc, je crois que la réglementation est vraiment essentielle. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment, si j'avais une baguette magique, ce que je changerais, c'est l'allocation d'actifs des sociétés de gestion d'actifs. Aujourd'hui, il y a de l'argent dans le monde. Simplement, les milliers de milliards, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, hein. Il y a 3 000 milliards à investir dans les pays émergents pour l'adaptation et pour le changement climatique chaque année. Il y a en gros 2 ou 3 fois ça sur les marchés émergés. J'ai moins de soucis sur les marchés avancés que sur les marchés émergents. Et pourtant, encore une fois, la bataille climatique, elle se jouera, elle se perdra ou elle se gagnera sur les marchés émergents. Et en fait, l'allocation, les sociétés de gestion d'actifs qui disent mon régulateur m'interdit d'avoir plus que 5% de mes actifs en non-investment grade, par exemple, là, il y a un problème parce qu'on va pas y arriver avec 5%. Valérie, je vous voyais réagir, peut-être un complément ou une réaction. Déjà, effectivement, l'équation est complexe. On doit à la fois faire face à une demande croissante d'électricité et d'électricité décarbonée dans l'avenir, une nécessité qui s'est imposée à nous de manière plus évidente, qui est celle de la sécurité des approvisionnements, et puis aussi préserver à la fois le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Donc le triangle insoluble comme voilà, équation. Ça ressemble à un triangle d'incompatibilité et il est un peu difficile de le sortir. Et c'est vrai, alors là je reprends un peu ma casquette d'économiste, que la question du risque, la notion, l'équilibre entre la gestion prudentielle, les contraintes prudentielles et la gestion et la prise de risque dans le système financier, mais là il faudrait remonter aussi à ce qui s'est passé depuis la crise de 2008, sont véritablement des sujets qui semblent s'opposer et non pas se compléter. Donc c'est une vraie problématique et j'ai peur de ne pas pouvoir y répondre ou la résoudre immédiatement en tout cas. Mais ce que je vois quand même, c'est encore une fois une opportunité par les prix dans véritablement l'accélération de cette transformation. Alors elle est
complexe, elle est pénible, il faut bien le dire, et elle est coûteuse à un moment donné. Il y a des équilibres financiers à retrouver dans un contexte, encore une fois, où on va aller vers d'abord, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas se passer des énergies pilotables, que ce soit le nucléaire, et même, j'allais dire, à court terme, le gaz. Et le gaz est une énergie de transition pour beaucoup de pays émergents qui sont encore à sortir ou qui devraient sortir du charbon. Donc tout ça reste quand même dans le mix énergétique un sujet global, effectivement, qu'il ne faut pas complètement nier. On l'a vu au moment des déclarations du G20, les choses ne sont pas si simples et on ne peut pas le regarder uniquement du prisme européen. On est en avance de ce point de vue, mais on a aussi des énergies maintenant qui sont intermittentes, et ça change complètement le paysage et l'organisation de notre mix énergétique. Il ne faut pas croire que l'Europe va devenir complètement indépendante et souveraine, c'est-à-dire que nous pouvons aussi nous trouver en situation de remplacer des dépendances par d'autres. Certaines matières premières, certains métaux critiques ou dits rares sont aussi produits ailleurs. Donc on n'est pas complètement, on sera toujours dans une situation de dépendance, et il va falloir gérer tous ces paramètres. Alors, on arrive presque au terme de nos échanges. Peut-être en guise de conclusion, quel est, chacun dans votre domaine de spécialité, la bonne question à se poser aujourd'hui, j'ai envie de dire le sujet sur lequel il va falloir plancher? Bruno. Alors, peut-être que vous me donnez l'occasion de mentionner notre contribution au forum de Davos, de Marsh McLennan, et le Global Risk Report que l'on fait en interviewant nos grands clients. Et tous les ans, début janvier. C'est ça, ouais, tout à fait. Et je crois qu'une des conclusions de cette année, c'était de dire que ces 20 dernières années de globalisation, on a beaucoup privilégié la croissance, l'efficacité dans les supply chains, et en faisant cela, on a sans doute créé dans les entreprises une espèce de dette de résilience, une espèce de vulnérabilité au fond. Et je pense que cette crise, situation actuelle, elle illustre cela. Et je pense que du coup, le moment est venu de reprioriser au sein des conseils d'administration la gestion des risques, et en demandant au comité d'audit et des risques de ne pas seulement, repasser le registre des risques, mais de se redire comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher de la croissance, parce que c'est quand même l'objectif de toutes les entreprises, dans un environnement où les risques sont différents et bien souvent aggravés. Dure question. Je pense que les comités vont plancher. Valérie. Vous me donnez l'occasion de parler de la contribution de la Commission de régulation de l'énergie justement au débat sur la prochaine loi de programmation de transition climatique et énergétique. Et c'est vrai que nous nous sommes attachés à mettre en avant ces questions à la fois de flexibilité, véritablement d'une approche holistique en fait de l'ensemble du mix énergétique au regard de ces contraintes qui restent quand même très importantes à court terme et que nous surveillons. Francis, quelle est la question clé pour toi Alors, dans mon domaine, donc c'est vraiment les secteurs financiers des marchés émergents, je dirais il y a deux questions. Il y a une question du risque climatique et il y a une question de construire des systèmes financiers qui soient davantage résilients et en particulier qui fassent davantage appel aux marchés de capitaux. Les marchés de capitaux sont totalement sous-développés dès qu'on passe en fait la frontière polonaise. Si on mesure la profondeur des marchés de capitaux, on donne un indice 100 à des marchés comme la France et l'Allemagne. On est à 30 en Pologne et on passe tout de suite à 10 au deuxième pays qui doit être la Slovénie. Donc on voit qu'on est très très loin du compte. Et ça veut dire une fragilité, ça veut dire 80-90% de l'intermédiation financière faite par les banques. Et ça veut aussi dire que les acteurs de l'économie ont moins accès au capital. Et ça, c'est un vrai problème justement en conjonction avec le challenge climatique qui nous attend. Donc je crois que la question que j'ai envie de poser, soit à un gouvernement, soit à un gouverneur de banque centrale ou même à un banquier privé, c'est qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait des marchés de capitaux qui fonctionnent dans votre pays? Et c'est une question très compliquée et ça va toucher jusqu'à la politique monétaire et le droit des affaires. Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons maintenant nous pencher sur la position de la Chine dans le nouvel ordre économique mondial et avec Marie-Françoise Renard dans quelques instants. Merci. Merci à vous.
Françoise. Bonjour Marie-Françoise, vous êtes à distance, merci d'être avec nous ce matin, vous rentrez tout juste du Japon, je le sais, merci d'être avec nous. Marie-Françoise, vous êtes professeure émérite à l'université Clermont-Auvergne, économie, spécialiste de la Chine. Autant dire que vous êtes extrêmement bien placée pour nous parler de ce ralentissement chinois dont beaucoup s'alarment actuellement. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on voit que dans les analyses qui sont faites, on a l'impression qu'il y a une sorte d'effondrement de l'économie chinoise et que le taux de croissance qui peut être de 5%, 4%, 3%, voire un petit peu moins, serait le symbole d'un échec, en tout cas de la fin de la croissance chinoise ou de la fin d'un fort développement de la Chine. Je crois que c'est une analyse qui est un peu trop rapide. D'abord, ce ralentissement de l'économie chinoise, il était prévu, de la croissance chinoise, il était prévu, puisqu'elle a été pendant une trentaine d'années dans une logique de rattrapage et qu'il est clair qu'on ne pouvait pas continuer à avoir des taux de croissance aussi élevés. Alors, bien sûr, il y a des problèmes structurels, problèmes que l'on connaît depuis assez longtemps, qu'on aurait dû essayer de régler, que le gouvernement a parfois essayé de régler, et pour un certain nombre de raisons, notamment des raisons extérieures, les réformes ont toujours été repoussées. Donc, surinvestissement, bulle immobilière, trop d'investissement dans l'immobilier, endettement des gouvernements locaux, vieillissement de la population, problème de productivité, absence de progression de la productivité, bref, un certain nombre de problèmes structurels que l'on connaît. Mais il ne faut pas oublier que le président chinois a annoncé qu'on aurait ce qu'il a appelé une nouvelle normalité, une croissance qui serait plus qualitative, basée sur une meilleure technologie et plus autosuffisante. Et il était clair à ce moment-là, il l'a dit d'ailleurs, qu'il fallait arrêter avec la croissance artificielle, c'est-à-dire qui était soutenue artificiellement par les dépenses des gouvernements locaux, par les investissements dans l'immobilier, et qu'il faudrait avoir une croissance réelle. Cette croissance réelle, elle est au prix du taux de croissance. Elle coûte en termes de niveau de croissance. Et donc je crois qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement chinois et la politique qu'il met en place, c'est avant tout une politique de sécurité et de stabilité. La sécurité, ça n'est pas seulement en termes militaires, comme on en parle souvent, c'est aussi en termes d'indépendance alimentaire, en termes de plus d'indépendance dans les chaînes de valeur, plus d'autonomie dans la production, plus d'indépendance en termes de ressources naturelles et de matières premières. Donc c'est une sécurité aussi liée à l'évolution d'une politique économique qu'on veut prudente. Par exemple, si on prend le secteur de l'immobilier, qui est le secteur en crise aujourd'hui, on voit bien que cette crise, elle a quand même été liée à des décisions prises par le gouvernement, ces fameuses 3 lignes rouges que le gouvernement a mis en place pour limiter les ratios d'endettement des entreprises immobilières, et c'est à partir de là que la crise s'est aggravée. Aujourd'hui, le gouvernement va être très vigilant au fait que les appartements qui sont en construction soient terminés, puisque les gens achètent sur plan, mais ne pas lancer de nouveaux investissements. Donc tout ça pèse évidemment sur la croissance chinoise. Mais je crois qu'il faut bien voir qu'on est rentré dans une nouvelle stratégie en matière de politique économique qui va donner la priorité à la sécurité sur la recherche d'une croissance maximale. On est nous l'Europe, très dépendants de ce qui se passe en Chine. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette nouvelle politique, de ce basculement économique sur nos économies ? Alors, les conséquences, elles sont liées d'abord à la taille de la Chine. La Chine, c'est un très grand pays, donc si la demande chinoise ralentissait, cela impacterait ses fournisseurs. D'abord pour les matières premières, et puis pour certains types de produits, par exemple pour les machines-outils ou les biens d'équipement vis-à-vis de l'Allemagne, pour les biens de consommation en matière de chimie, en matière agroalimentaire, etc., vis-à-vis de la France. Pour l'instant, la demande, elle a plutôt reprise cet été en matière de consommation, donc ça n'est pas le cas, mais c'est potentiel, s'il y a une baisse de la demande chinoise,
compte tenu de la taille du marché, ça va impacter ses fournisseurs. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un risque de contagion de la crise immobilière? On a vu que certaines petites banques régionales avaient été mises en difficulté, mais je crois qu'on ne peut pas parler de contagion parce que les banques chinoises, qui sont des banques publiques, ont beaucoup de liquidités, l'épargne est très importante en Chine, les réserves de la Banque centrale sont importantes, donc je ne crois pas qu'il y ait de risque de contagion dans un système qui est un système qui n'est pas très ouvert, dans lequel les marchés de capitaux ne sont pas extrêmement développés, qui repose largement sur les banques, et encore une fois sur des banques qui sont solides. Donc je crois que de ce point de vue-là, le risque de contagion, il n'est pas important. Après, la grande question qui se pose pour les entreprises aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut continuer à investir en Chine? Et ça, c'est une question qui est vraiment très délicate. Parce que pour les nouveaux investisseurs, pour des entreprises qui ne seraient pas déjà des investisseurs en Chine, soit le secteur est un secteur en très forte croissance, il faut être présent, comme le tourisme par exemple. Le tourisme se développe énormément en Chine. Donc pour des entreprises qui ne seraient pas encore présentes en Chine, c'est sans doute difficile de perdre ce marché ou de ne pas être présente sur ce marché. Il est certain que les risques se sont accrus en Chine puisque la réglementation est de plus en plus présente. Alors il n'y a pas qu'en Chine, c'est vrai dans beaucoup de pays, mais enfin c'est quand même particulièrement vrai dans le cas de la Chine. Donc si ce sont des secteurs en croissance, évidemment qu'il faut être présent. Si ce sont dans le cas d'autres secteurs, on voit bien que les entreprises vont choisir des pays moins risqués, comme le Vietnam, comme le Cambodge, la Thaïlande, etc. Elles ne vont pas forcément échapper aux sanctions, parce que l'objectif c'est bien d'échapper à la réglementation chinoise, mais aussi aux sanctions américaines. Elles peuvent échapper aux sanctions pour des produits qui ne seraient pas fabriqués en Chine. En revanche, s'il s'agit d'acheter en Chine et de transformer à l'étranger, elles peuvent quand même subir les sanctions américaines. Et d'autre part, pour les entreprises qui sont déjà en Chine, la situation elle est très très délicate. Les chambres de commerce européennes et américaines ont récemment fait des enquêtes auprès des entreprises et on voit bien que la situation est très difficile. Beaucoup d'entreprises voudraient, on pourrait dire, assurer leurs arrières, se protéger en investissant à l'étranger, mais c'est très difficile parce qu'elles sont insérées dans des chaînes de valeur. Cela signifie qu'une partie de leur production dépend des entreprises étrangères. Et pourquoi dépend-elle des entreprises étrangères? C'est parce que ces entreprises leur proposent des meilleures conditions, des meilleurs produits, à des prix plus intéressants, etc. Donc c'est très difficile de trouver des substituts. Donc le fait de quitter le marché chinois, c'est quelque chose qui est complexe, donc on a beaucoup parlé de découplage, de dérisking, etc. C'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est coûteux et qui est long. Et d'autre part, il ne faut pas penser que ces entreprises elles vont revenir dans les pays d'origine. On l'a vu très clairement avec les États-Unis, qui ont une politique très dure dans leurs sanctions. Les entreprises américaines qui ont dû quitter le territoire chinois, elles ne sont pas revenues aux États-Unis. Mais dans tous les cas, c'est une situation qui est très compliquée pour les entreprises. Et on a vu beaucoup d'entreprises qui investissaient en Chine faire preuve aujourd'hui d'un certain pessimisme, parce que d'une part, le marché chinois est important pour elles, pour leur profit, pour leurs bénéfices, et que d'autre part, il est dans certains cas très difficile de trouver des substituts. Francis Mali, j'ai évoqué tout à l'heure la politique monétaire et peut-être la place du dollar dans le monde. Est-ce qu'on peut imaginer que le yuan, un jour, puisse concurrencer le dollar? Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté de la Chine et d'un grand nombre de pays de s'éloigner de l'influence du dollar et d'une façon générale des États-Unis et de l'Europe. On l'a vu au sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg en août, on l'a vu au G77 qui s'est tenu à La Havane début septembre. Les pays émergents et en développement ne veulent plus être alignés, ils l'ont dit très clairement, ils ne veulent plus s'aligner sur l'Europe et les États-Unis. Cela concerne la gouvernance, c'est-à-dire avoir un poids dans les institutions internationales, notamment celles nées de Bretton Woods, Fonds monétaire et Banque mondiale. Les pays émergents réclament une augmentation des quotas au Fonds monétaire. Alors il y a eu une révision qui a été effective en 2015. Aujourd'hui, le quota de la Chine, qui représente aussi ses droits de vote, c'est 6,4%, alors que l'Allemagne, c'est 5,6%. Donc, l'Inde, c'est encore plus faible. Et donc, les émergents sont très demandeurs d'une modification de cette gouvernance, d'un poids plus important, et ils s'appuient sur la création de la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures et de la nouvelle banque de développement qu'on appelle parfois la Banque des BRICS,
qui a beaucoup de difficultés, mais qui va quand même gagner à l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les BRICS. Donc, ça, c'est le premier aspect de cette volonté de se dégager de l'hégémonie occidentale. Le deuxième aspect est très significativement lié à l'utilisation du dollar. Il y a une dédollarisation de fait, d'une part avec la création de l'euro au début des années 2000, et d'autre part avec l'utilisation par les États-Unis de leur pouvoir d'extraterritorialité qui leur est donné par le fait d'avoir une monnaie internationale. Une monnaie internationale, elle sécurise, elle permet d'avoir, par exemple, elle permet beaucoup de choses, mais elle permet notamment d'avoir des échanges commerciaux qui sont sécurisés. Or, à partir du moment où on peut utiliser cette monnaie pour mettre en place des sanctions, eh bien, il y a une perte de confiance. Pas seulement de la Chine et des émergents, hein, c'est un problème qui se pose pour les entreprises françaises, par exemple. Et donc, pour échapper aux sanctions, la solution, c'est d'avoir une autre monnaie. Alors, les pays émergents, et notamment la Chine, ont mis en place un certain nombre de choses, d'institutions, pour essayer d'être plus indépendants. Par exemple, le système CIPS, qui est une alternative au système SWIFT pour les règlements internationaux, qui se fait sous l'égide de la Chine. On a vu aussi que la Banque centrale de Chine multiplie les accords de swap avec un grand nombre de pays pour échanger directement en yuan. Le yuan est monté en puissance, on pourrait dire. L'Égypte a émis des obligations en yuan. Mais aujourd'hui, la monnaie chinoise ne remplit pas les conditions pour être une monnaie internationale. D'abord, il faudrait qu'il y ait une libéralisation des mouvements de capitaux. La Chine a essayé timidement en 2015 à entraîner une fuite de capitaux, donc elle a arrêté. Si elle le fait aujourd'hui, il y aura également une fuite des capitaux. Ces marchés financiers ne sont pas assez profonds, ne sont pas assez importants, contrairement aux marchés de capitaux américains. Comme je le disais tout à l'heure, son système est surtout fondé sur le système bancaire. D'autre part, il faut une gouvernance claire, fondée sur des règles, et donc ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de la Chine, et le yuan représente un peu moins de 4% des réserves mondiales. Et je crois que demain, ce que l'on va voir, c'est une diversification dans l'utilisation des monnaies, une augmentation de l'utilisation des monnaies locales. Les pays émergents vont commercer entre eux dans leur propre monnaie. Donc, d'une certaine façon, le renminbi, la monnaie chinoise, peut devenir un concurrent du dollar dans les échanges entre certains pays, sur un certain nombre de domaines, mais ça n'est pas une alternative au dollar aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Marie-Françoise Renard, pour cet échange. Pour la suite des débats de cette matinée, et un point plus spécifique sur le secteur bancaire, je vais céder la parole à ma consoeur Muriel Motte dans quelques instants. Dans la banque, le monde n'a pas vécu un jeudi noir ou un lundi noir cette année, mais un mois de mars noir. Aux États-Unis, 3 banques régionales ont fait faillite, les 3 S, Silvergate, SVB, qui était la 16e banque américaine, et Signature Bank, la 21e. Promis au même sort, le géant suisse Crédit Suisse a quant à lui été racheté durant le même mois par UBS pour 3 milliards d'euros, après de rudes négociations. Une opération décisive pour la stabilité de l'ensemble du système financier mondial, a estimé Alain Berset, président de la Confédération helvétique. Crédit Suisse faisait effectivement partie des 30 établissements de la planète considérés comme systémiques. Entre scandales et revers commerciaux, le géant suisse avait fini par perdre la confiance de ses actionnaires. Ces secousses majeures ont eu lieu dans un environnement très spécial et à bien des égards inédit. L'inflation, qui avait disparu depuis des décennies, a fait son retour au lendemain d'une pandémie historique. Elle a déclenché une rafale de hausse de taux directeurs aux États-Unis et dans toute l'Europe. L'intensité de ce resserrement monétaire est en train de rejaillir sur l'économie. Après la surchauffe, le ralentissement est en marche. Il entraîne avec lui une cascade de défaillances d'entreprises et une violente correction du marché immobilier. Après un printemps sous haute tension, les banques européennes abordent l'automne sous pression.
tous, bonjour Christian de Boissieu, on ne vous présente plus mais je vais quand même le faire. Vous êtes professeur émérite d'économie de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et vous êtes vice-président du Cercle des économistes. Émérite, ça veut dire pas trop jeune, hein, on est d'accord. Mais plein d'expérience, ça va nous aider aujourd'hui. Donc on l'a vu cette année, ça a été plutôt agité pour les banques, en tout cas un mois de mars assez compliqué, avec des faillites aux États-Unis et la défaillance suisse dont tout le monde a parlé, et aussi le retour de l'inflation, la hausse des taux. La vie continue néanmoins. Est-ce que c'est le regard de l'économiste? Est-ce que le système financier vous semble plus fragile qu'il ne donne l'impression d'être? Bon, d'abord, bonjour et merci de votre accueil. Il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais peut-être dire un mot sur l'inflation et puis je parlerai des banques. Sur l'inflation, je pense et j'espère, vous savez, quand on mélange prévision et préférence, c'est pas très bon pour un économiste, mais pour une fois, je vais le faire. Je pense qu'on a atteint sans doute le pic de l'inflation dans nos pays. Je ne parle pas des pays émergents, je parle des pays avancés. Quand je dis ça. Et donc, le problème, c'est de savoir à quelle vitesse ça retombe. Ce qui m'a frappé, c'est que les banquiers centraux, dans leurs récentes déclarations, finalement, ne sont pas très optimistes. C'est-à-dire, on est sur un palier d'inflation entre 4 et 5%. Alors, ça dépend des pays, mais clairement, on n'est pas à l'objectif de 2% par an, qui est l'objectif de la plupart des banques centrales des pays avancés. On est sur un plateau, et ce qui me frappe, je reviens sur les banquiers centraux, ils nous expliquent que c'est plutôt 2025 qu'il faut avoir en tête quand on se dit on va revenir à 2%, un peu d'inflation, mais pas trop. C'est-à-dire qu'au fond, l'inflation n'a pas débordé, à la différence des années 1970. Elle n'a pas débordé dans la plupart de nos pays parce que la boucle prix-salaire ne s'est pas enclenchée. Mais elle est quand même dans le système, même si elle n'est pas cumulative aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il faut du temps pour revenir à cet objectif des banques centrales. Donc, les taux d'intérêt vont rester élevés. Est-ce que ça fragilise le système? C'est vraiment quand même un nouvel environnement. On a vécu avec des taux zéro, pas d'inflation. Est-ce que profondément... Il est clair que la configuration prix-taux d'intérêt a changé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, pas grand monde, et moi pas plus que les autres, n'avait anticipé qu'on allait rester avec des taux proches de zéro pendant aussi longtemps. Je me souviens, quand je faisais des conférences il y a 10 ans, devant des banques, devant des institutions, etc., les taux étaient déjà bas, donc ça a été la conséquence de la gestion de la crise financière systémique de 2007-2008. Les banques centrales ont fait du conventionnel, c'est-à-dire ont baissé leur taux d'intérêt avec en général le plancher zéro, avant de faire du non conventionnel, c'est-à-dire la politique de quantitative easing. Mais quand on s'est installé il y a un peu plus de 10 ans dans les taux proches de zéro, moi, comme la plupart des économistes, je pensais que ça n'allait pas durer. Et ça a duré. Et ça a été, au fond, il y a eu une crise financière 2007, 2008, 2009 qui a été plus longue à digérer. Puis ensuite, vous avez eu la pandémie et puis les débuts des conséquences de la guerre en Ukraine. Alors, le contexte change. Les taux d'intérêt, c'est peut-être pas fini. Je veux dire, les banques centrales vont peut-être faire un dernier geste à la hausse, mais grosso modo, je pense que l'essentiel de la hausse des taux directeurs des banques centrales est plutôt derrière nous quand je regarde les États-Unis, c'est-à-dire la Fed, la Banque centrale européenne, les autres banques centrales des pays avancés. Bon, alors, ce qui m'a frappé, c'est que quand on avait des taux proches de zéro, on nous expliquait, et il y a eu des tas de papiers là-dessus, que les taux proches de zéro, ça fragilisait les intermédiaires financiers. Les banques, les compagnies d'assurance. Je me souviens d'un papier qui avait été présenté au collège de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, quand j'y étais, qui montrait que les assurances en Allemagne étaient très fragilisées par l'installation dans cette politique de taux zéro parce qu'elles accordaient des garanties comme d'autres compagnies d'assurance et qu'elles achetaient du papier public, des Bunds allemands ou des obligations d'État proches de zéro. Et aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, on nous explique que la hausse des taux fragilise les intermédiaires financiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon niveau de taux d'intérêt, si je comprends bien,
pour les intermédiaires financiers. Bon, non, je veux dire, je pense que la montée des taux, de toute la gamme des taux, les taux courts, à la suite des taux directeurs des banques centrales, les taux longs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les banques. Parce que ça veut dire quand même qu'on se réinstalle dans un contexte où ce qu'on appelle la courbe des taux, c'est-à-dire l'écart taux long moins taux court, redevient dans la plupart des cas positifs, pas toujours, mais dans la plupart des cas positifs. Bon, et les banques peuvent en quelque sorte retrouver un peu de profitabilité, de rentabilité en liaison avec la hausse des taux. Il me semble qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans nos pays, on pourra parler des pays émergents. Moi, je travaille beaucoup sur les pays émergents et sur les pays en développement qui n'émergent pas, comme pas mal de pays africains. Mais là, pour l'instant, je reste aux pays avancés. Je pense que la fragilité des banques tient plus aujourd'hui à d'autres sujets que le relèvement des taux. Je pense que ça tient à des facteurs qui dépendent de la hausse des taux. Je pense à l'immobilier. Bon, on est très mauvais, nous économistes, mais on n'est pas plus mauvais que le FMI, les agences de rating, etc., pour prévoir les crises financières. Mais il est clair que ce que je sais, parmi les quelques lois, entre guillemets, je suis prudent en tant qu'économiste quand j'utilise le mot loi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lois en économie, mais ce que je sais, c'est que quand vous avez dans un pays une crise immobilière, vous avez souvent derrière des problèmes bancaires. Pourquoi? Parce que ce sont les banques qui financent l'immobilier, y compris aux États-Unis. On l'a bien vu avec les subprimes. Donc, c'est vrai qu'une crise immobilière est en train de s'installer, enfin de naître, de se propager. Alors, donc là, on le voit bien, les banques sont en train de rationner un peu le crédit en matière immobilière, en même temps que la demande de crédit des emprunteurs s'est réduite avec la hausse des taux. Donc, je pense qu'il faut regarder l'immobilier de près, ses conséquences pour nos systèmes bancaires. Et bon, il y a aussi un certain nombre de banques qui sont fragilisées par d'autres crédits qu'elles ont pu accorder. Donc, je dis simplement, on ne peut pas tout mettre sur le dos des politiques monétaires qui se resserrent pour expliquer la fragilité des banques. Oui, à la fois les problèmes immobiliers sont liés à la hausse des taux, donc oui, tout est dans tout et tout se tient. Tout est lié. Mais à la fois, il y a aussi un analyste me disait il y a quelques mois, en fait, ce qui est surprenant cette année, c'est ce qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire que suite à ce mois de mars assez épouvantable aux États-Unis et donc en Suisse, il n'y a pas eu de crise de confiance et de credit crunch comme on aurait pu l'imaginer, comme ça s'était passé en 2008. Donc c'est vrai que les banques centrales sont présentes et elles ont fait la démonstration de leur présence très active depuis 2008. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui participe au fait que la confiance ne déserte pas les marchés et les banques instantanément, comme ça a pu être le cas il y a 15 ans ? Écoutez, dans le cas des banques régionales américaines, vous faites référence à ce qui s'est passé au printemps, SVB et quelques autres en Californie ou ailleurs, elles avaient pris trop de risques, elles étaient effectivement exposées aux conséquences du relèvement des taux, mais je pense qu'il y a eu, dans ce cas-là, deux problèmes du côté américain. C'est que les Américains font ce qu'ils veulent avec ce qu'on appelle BAL 3, la réglementation prudentielle sur les banques. Ils ont fait leur marché. Nous, en Europe, on a surtransposé BAL 3, c'est-à-dire que c'est un peu ceinture et bretelle pour nous. On a durci même les règles qui avaient été arrêtées ou les recommandations qui avaient été faites à Bâle. Donc, je pense que du côté américain, il y a un défaut de réglementation et qu'il y a un défaut de supervision. Ça me rappelle ce qui s'était passé au moment de la crise des savings and loans au début des années 90 et dans d'autres crises bancaires comme celle de 2007-2008. Du côté américain, je pense que la multiplication des niveaux de régulation et de supervision nuit un peu à leur efficacité. Alors nous, en Europe, les banques s'en sont plaintes, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même une conséquence positive, c'est que malgré le relèvement des taux d'intérêt, la crise immobilière dont je parlais à la conséquence de la hausse des taux, les banques sont globalement quand même plus solides qu'avant 2007-2008, parce qu'on a resserré la réglementation prudentielle sur les banques, comme sur les compagnies d'assurance, et puis vous avez la supervision. Donc vous parliez du cas suisse.
ça a été quand même un gros choc, cette affaire, avec des conséquences systémiques, mais qui ont été contenues. Hein. Les conséquences systémiques de la quasi-faillite du Crédit Suisse et de son rachat par UBS, moi je pensais que ça aurait des répercussions. Mais la vitesse avec laquelle les autorités suisses sont intervenues a limité la casse. Super, donc les choses fonctionnent à peu près normalement aujourd'hui. Si je vous demandais quel est le signe noir, en quelques mots, qui pourrait menacer la stabilité financière, au-delà de l'immobilier, bien sûr, un signe noir. Il suffit que je pense que la crise financière va venir de quelle part pour que je me trompe. Bon. Première remarque. Ça fait quelques années que je regarde ce qui se passe dans ce qu'on appelle le shadow banking, la finance parallèle. Et je ne suis pas le seul à regarder ça de près parce que par définition, c'est une finance qui est moins régulée que la finance pas shadow. Bon, et donc alors c'est compliqué de regarder de près justement parce que c'est shadow. Alors nous en Europe, on a essayé de mettre ça dans la réglementation à travers une directive européenne qui s'appelle la directive AIFM qui régule les fonds d'investissement, les fonds immobiliers, les fonds monétaires, etc., les hedge funds et d'autres véhicules qui font partie du shadow banking. Ce qui se passe en Chine me préoccupe, y compris sur le shadow banking, parce que la crise immobilière aura certainement des conséquences en Chine sur les banques, mais aussi sur les trusts et autres composants du shadow banking qui ont joué un rôle très important dans le financement de l'immobilier en Chine. Donc le problème, c'est de savoir s'il y a une crise du shadow banking en Chine dans les 2-3 ans qui viennent, est-ce que ça sera systémique au plan mondial? Est-ce que ça aura des répercussions pour nous? La réponse est probablement oui, compte tenu de la place croissante de la Chine dans la finance mondiale. Eh bien, merci beaucoup Christian de Boissieu. Le regard de l'économiste, on va surveiller autant que faire se peut le shadow banking. Merci beaucoup. Et restez avec nous pour notre table ronde sur le thème, est-ce que justement, on en a parlé, les faillites américaines, est-ce que les banques européennes peuvent être en difficulté suite à ces faillites? À tout de suite. Eh bien, me voilà avec mes débatteurs, mes 3 débatteurs sur le thème de notre table ronde. Après les faillites américaines, les banques européennes peuvent-elles être en danger, en difficulté, en danger? Alors, à ma gauche, Camille Foll, donc vous avez une grande expérience dans la banque, au sein du groupe Fortis et de BNP Paribas, et où vous avez réalisé l'essentiel de votre carrière, et vous êtes aujourd'hui président du conseil d'administration de la Banque et Caisse d'épargne de l'État Luxembourg,
qui est la Sberkes, en abrégé, qui est une banque universelle et systémique. À côté de vous, Étienne Barel, vous êtes directeur général délégué de la Fédération bancaire française, qui est en quelque sorte le syndicat professionnel des banques. Et Pierre-Charles Pradier, vous êtes d'abord économiste et doyen honoraire de l'école d'économie de la Sorbonne. Alors merci à vous de participer à ce débat. Première question assez concrète, je vais commencer avec vous, Camille Faul, justement parce que vous êtes président d'une banque systémique. Est-ce qu'à un moment, on revient sur les thèmes abordés avec Christian Boissieu, est-ce qu'à un moment, au mois de mars, quand il y a eu pratiquement en même temps les faillites de ces banques américaines et puis ensuite la défaillance du mammouth Crédit Suisse, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu un sentiment de retour en arrière 2008? Ou alors, au contraire, est-ce que vous êtes un peu pincé le nez en disant « Oh là là, tout ça est très loin du système bancaire de la zone euro, ça ne nous concerne pas ». Quel était votre état d'esprit? Non, mais je crois que le métier de banquier, c'est de gérer les risques. Et si vous faites bien ce métier, vous savez que le zéro risque n'existe pas. Donc, chaque fois qu'il y a une crise quelque part, il faut effectivement en prendre connaissance. Ça, c'est un. De deux, les finances, c'est global. Donc, ce qui se passe à un coin du globe va être transmis par la communication et par les réseaux très vite sur les autres globes. Donc, il faut bien asseoir d'abord quelles sont les raisons des crises, quelles sont les raisons de ces difficultés. Ils ont été bien expliqués par le professeur de Boissieu. Pourquoi ces banques régionales aux États-Unis, face aux remontées de taux, avaient tant de problèmes. Et c'est alors au métier de banquier de regarder chez lui, est-ce qu'au moins, au niveau de ce qui s'est passé, est-ce que ce sont des risques que je maîtrise bien dans la gestion de la banque que je fais. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est également que ça peut avoir des effets dominos directs, qui sont une logique et une conséquence logique, et des dominos indirects simplement par la réputation, par la communication, par la réputation et par la perte de confiance un peu de la clientèle. Et ce sont également ces éléments-là qu'il faut alors gérer. Il faut penser qu'est-ce qui peut arriver sur le continent européen, qu'est-ce qui peut arriver ailleurs, quelles sont les banques vulnérables à ce genre de questions, comment est-ce que vous gérez bien votre interest rate risk in the banking book, est-ce que vous le gérez bien, est-ce que vos actifs sont bien à la valeur de marché, etc. Donc c'est ça ce qu'on regarde. Donc je ne dirais pas qu'il ne faut pas dormir pendant la nuit, mais il faut être alerte. La gestion des banquiers, c'est d'être alerte sur tout ce qui peut arriver. Et donc, du moment qu'il y a des perturbations de marché, chaque banquier doit être alerte et doit voir si directement ou indirectement il a bien géré, il a bien sous contrôle ce qui peut se passer. Étienne Barel, on a quand même parlé du problème de supervision aux États-Unis. Est-ce que la supervision européenne, les stress tests, etc., tout ce qu'on sait, BAL 3, appliqué au cordeau, est-ce que tout ça nous met quand même à l'abri de mauvaises surprises et de contagion finalement? Alors, je pense qu'il y a, comme le disait Camille, plusieurs éléments. Il y a la supervision, le gendarme. Le gendarme fonctionne de manière sans doute plus forte en Europe qu'il ne fonctionnait aux États-Unis, puisque les défaillances, vous avez cité SVB, avaient été vues par le superviseur, en l'occurrence à San Francisco. Il n'y avait pas eu pour autant de remédiation mise en place. La deuxième chose, c'est le code de la route, les règles. Et là, les règles, elles s'appliquent à toutes les banques importantes en Europe et elles ne s'appliquaient qu'à une très petite part de banques aux États-Unis. Et puis il y a quand même la supervision, les règles, ça ne suffit pas. Et vous avez pris l'exemple de Crédit Suisse. Il y avait une supervision, il y avait des règles qui s'appliquaient. Ensuite, c'est la manière dont vous gérez votre banque, la manière dont le conducteur a bien appris et respecte correctement les règles. Et là, les banques en France ont un modèle très diversifié, un business model qui ne ressemble à rien à ce que l'on a pu voir aux États-Unis ou en Suisse. Et c'est aussi un élément de protection, je pense, et qui donne confiance. Mais comme je crois que la BCE a décidé elle demande maintenant la publication hebdomadaire de l'état des liquidités, ça c'est une bonne chose parce qu'on voit souvent que la crise elle vient par la fuite des liquidités. C'est quand même, elle a pris cette décision suite à ce qui s'est passé au printemps. Ça ne peut que rassurer, c'est une bonne chose. Je pense que tous les éléments qui permettent de mesurer correctement des grandeurs importantes, et la liquidité en est clairement une, sont une chose
utile si le superviseur le souhaite. Donc là, les banques n'étaient demandeuses de rien, mais si le superviseur estime que c'est un élément important et ça envoie aussi un message que cette grandeur est surveillée de près, je pense que c'est utile. Et on a vu également les stress tests, le résultat des stress tests qui s'est passé a montré que toutes les banques européennes, malgré un scénario extrêmement dur, extrêmement défavorable, encore pire que celui que la Fed avait fait pour son propre stress test, eh bien, avaient une force et une résilience tout à fait remarquables. Alors, Pierre-Charles Pradier, l'autre jour, un grand banquier de la place, c'est la formule qu'on utilise, m'a dit, oui, les banques européennes sont mieux supervisées, mais le problème de l'Europe, c'est une économie moins puissante. Est-ce que les problèmes de l'Europe pourraient venir de là, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement économique, financier différent, une économie moins puissante, les problèmes immobiliers, on en parlait avec Christian de Boissieu tout à l'heure, est-ce que le modèle économique des banques européennes vous semble solide ou est-ce que c'est par là que pourrait venir la petite fissure? On vient d'évoquer les tests de résistance que l'autorité bancaire européenne a menés au printemps, dont les résultats ont été publiés fin juillet. Si on les regarde d'un tout petit peu plus près, ce qu'on voit, c'est que le scénario adverse, c'est une baisse forte du PIB en 2024 et 2025. Et ça a un effet très puissant sur, tout simplement, sur la profitabilité des banques. Concrètement, aujourd'hui, ce qui fait que les banques ne perdent pas d'argent, c'est que la BCE a mis en place une espèce de financement de pont qui permet aux banques à la fois, enfin en gros, d'avoir des placements de court terme bien rémunérés. Donc ça couvre à la fois le risque de liquidité et le problème de l'écrasement de la marge nette d'intérêt. Mais on attend que la demande du secteur privé prenne la relève. Il y a des signaux inquiétants du côté de l'immobilier. Oui, elle va plutôt ralentir, la demande du secteur privé. Oui, mais enfin, il faut qu'elle prenne la relève quand même. C'est-à-dire qu'elle a déjà ralenti. Elle a déjà ralenti. On a moins de prêts immobiliers. Les entreprises ont l'air de faire moins de demandes de financement. La question, c'est quand est-ce que ça va repartir? Ça, c'est une question purement macro. Et ça, c'est une question de réglage du policy mix. De fait, la Banque centrale augmente les taux pour lutter contre l'inflation. Il faut qu'il y ait une compensation du point de vue de la politique budgétaire, sinon on va avoir un problème d'atterrissage de la demande qui va poser des problèmes aussi aux banques. Bon, et puis il y a des problèmes à peut-être un peu plus long terme sur le modèle économique des banques, qui sont liés au fait que, par exemple, si on rouvrait dans l'opinion la question de la rémunération des comptes bancaires, question qui n'était pas posée quand les taux étaient bas, je ne suis pas sûr que ce serait très intéressant pour les déposants, mais je suis sûr que ce serait très problématique pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs, en fait, aux États-Unis, ce qu'on a oublié de dire, c'est que la cause de la faillite de SVB, c'est quand même que SVB a dû augmenter les taux qu'elle versait aux déposants, et que pour retenir la liquidité. Voilà, pour retenir les déposants qui allaient au plus offrant, et que finalement, c'est ça qui les a plombés. Est-ce qu'il y a un problème de modèle économique des banques européennes, effectivement, le coût de la ressource qui augmente, mais qui pourrait augmenter plus s'il y avait tout d'un coup une revendication sur la rémunération des dépôts? Est-ce qu'il y a des fragilités à ce niveau-là? Alors, je pense que justement, le modèle économique est très différent en France et en Europe. Je parlais pour la France et Camille sûrement pour Luxembourg connaît très bien. On n'est pas du tout dans la situation américaine. Et je pense à plusieurs degrés. D'abord, le modèle européen et français, c'est un modèle de banque relationnelle universelle. C'est-à-dire que vous ne changez pas de banque pour 1 point de base ou 2 points de base de rémunération des dépôts. D'abord en France, il y a une épargne réglementée rémunérée importante, le livret A, le livret de développement durable et solidaire, le livret d'épargne populaire, ce sont des modes de rémunération important de l'épargne sécurisée, liquide, qui d'une certaine manière, alors qu'il n'y a pas de rémunération des dépôts, font quand même que les dépôts des épargnants sont à la fois sûrs et bien rémunérés. La deuxième chose, c'est que quand on regarde ce que vous faites avec votre banque, vous gérez votre épargne, vous faites des crédits, vous faites de l'assurance vie, vous assurez votre maison, vous assurez votre voiture, vous faites de la protection pour l'avenir. Vous avez un certain nombre de services qui fait que voilà, vous avez tout au long de votre vie en général beaucoup de phases et vous pouvez changer de banque et ça se passe tout à fait, mais on remarque qu'il y a un vrai suivi dans la durée du client. Puis la dernière chose peut-être sur l'immobilier, c'est que la situation là aussi est très différente. En France, vous ne prêtez pas en fonction de la valeur de votre appartement ou de votre maison. Vous prêtez en fonction de la valeur de vos revenus.
Et ça fait une énorme différence quand le marché de l'immobilier, on en parlait tout à l'heure, le professeur Ferdinand Boissieu disait il pourrait y avoir une crise immobilière. La sécurité n'est pas dans le fait qu'il y a une hypothèque. La sécurité vient du fait qu'on vous a prêté avec à peu près un tiers de vos revenus maximum. Et ce qui fait que tant que vous pouvez rembourser, quelle que soit la valeur de votre actif, eh bien, vous remboursez votre banque. Et donc, c'est des taux de défaut extrêmement faibles, même lorsque la valeur peut temporairement baisser pour le bien immobilier. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je crois que dans chaque scénario, il y a des banques qui doivent repenser le modèle d'entreprise, comment est-ce qu'on gagne de l'argent et comment est-ce qu'on crée une valeur ajoutée. L'économie est une somme de valeur ajoutée. Une banque doit créer une valeur ajoutée dans ce qu'elle fait. C'était le moment où on avait été zéro taux, donc les banques ont dû revoir quelles sont maintenant des valeurs ajoutées qu'on peut offrir aux clients. La proximité, le conseil, comment on peut effectivement utiliser les différents services de bancaires dans la gestion des risques et dans la planification moyen long terme. À nouveau, avec un environnement de taux qui est tout de même beaucoup plus élevé, avec un environnement d'inflation qui est également encore très élevé, c'est aux banques maintenant de voir à ce moment-là quels sont des éléments de service à valeur ajoutée qu'ils peuvent offrir au niveau des clients. On a parlé du service prêt immobilier. Effectivement, en Europe, les banques prêtent contre la capacité de remboursement. Et la capacité de remboursement, c'est le revenu moins les charges qui sont de toute façon les charges de base. Donc, il reste une capacité de remboursement. Au Luxembourg, on a fait encore en sus maintenant un stress test si jamais les taux augmentent, est-ce que les clients est encore à même de rembourser, mais d'un autre côté, si vous avez une inflation très importante, est-ce que cette capacité de remboursement est encore peut être maintenue? Donc tous ces éléments-là, il faut les gérer constamment. Et c'est pourquoi que je ne dirais pas oui mais je dirais qu'il y a certains éléments qui demandent des ajustements, il y en a d'autres qui demandent de nouvelles opportunités. Le financement de la transition écologique, le financement de la transition énergétique, c'est également un élément très important pour l'économie européenne. Les banques ne peuvent pas à elles seules le faire. Il faut avoir, et la ministre des Finances l'a bien dit ce matin, il faut avoir un marché des capitaux européens pour financer cet effort colossal. Les banques ne peuvent pas le faire, mais les banques doivent s'impliquer à cet égard-là pour offrir une valeur ajoutée, que ce soit aux entreprises, que ce soit aux particuliers, que ce soit au secteur public, dans la transition. Et ce sont des modèles qui, surtout pour des marchés qui sont des marchés matures, peuvent devenir également de nouvelles initiatives, produits, services qui sont porteurs et qui peuvent à nouveau renforcer la valeur ajoutée de la banque. La transition fait justement la transition avec une question que je me posais sur les nouveaux risques qui peuvent surgir. Est-ce que, par exemple, l'activisme, le Say on Climate, les ONG qui peuvent perturber des AG de banques, mais pas seulement des AG, qui peuvent perturber la vie des banques, est-ce que ça peut être un risque pour la stabilité d'une banque? On part après sur les réseaux sociaux, des fake news ou des chiffres qui... Est-ce qu'il faut réagir différemment à ce nouvel environnement? Non, je pense qu'il faut être lucide, et vous avez raison. Le risque réputationnel est un risque important, et dans ce risque réputationnel, vous avez des risques sur la solidité, on l'a vu dans les exemples que vous donniez, vous avez aussi des risques sur votre comportement tel qu'il est perçu, soit par les ONG, soit par des gouvernants, soit par des clients, et il peut y avoir des conséquences pour votre propre solidité. Et c'est pour ça que les banques le prennent très au sérieux, et très au sérieux en étant des éléments et des acteurs importants de cette transition. C'est-à-dire que les banques sont dans un double rôle, à la fois d'aider leurs clients à faire cette transition, c'est-à-dire qu'elles le financent, que ce soit les entreprises, les ménages, pour de l'isolation chez vous, pour changer votre voiture, pour les entreprises, pour changer votre process de production et que ce soit moins carboné, et en même temps de le faire de manière progressive. C'est-à-dire que beaucoup d'activistes ou d'ONG souhaitent passer du monde tel qu'il est aujourd'hui à un monde totalement décarboné immédiatement. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que vous allez embarquer
tous les ménages, toutes les entreprises de manière inclusive. Et donc, cette transition prend un peu de temps, mais ce n'est pas parce qu'elle prend du temps qu'elle ne commence pas et que les banques ne sont pas très déterminées là-dedans. Ils ont quand même les banquiers dans le nez, ou la finance dans le nez. Enfin, si je peux être un tout petit peu provocateur sur le sujet, les activistes, ils ne vont pas embêter la banque postale, alors que la banque postale les finance comme les autres. Ils vont embêter les banques cotées. Ah, c'est quand même étonnant. Donc concrètement, ils obligent les banques cotées à faire des efforts supplémentaires. Voilà. Et de la même façon que les pirates informatiques, ils vont plutôt attaquer les banques qui vont pouvoir rançonner ensuite. Oui, justement, sur les nouveaux risques, vous me parliez, vous, du risque cyber, quand on Oui, mais pour vous, où sont les nouveaux risques? Non, mais c'est un risque émergent, mais il n'est plus très nouveau. Mais on sait que les hôpitaux, les tribunaux, les écoles se font attaquer tous les jours en France. Les banques aussi. La différence, c'est que les hôpitaux, ils sont obligés de payer les rançons parce qu'ils ne savent pas se défendre. Alors que si une banque dans l'Union européenne avait effectivement devenait la cible d'une attaque réussie, on le saurait instantanément. Parce que les clients qui se connectent à tous les instants pour vérifier le contenu de leur compte le sauraient. Pour l'instant, on n'a rien vu, ce qui prouve que les banques se sont bien défendues. Alors, je ne veux pas dire que la forteresse banque est imprenable, mais je pense qu'elles ont bien joué le coup. Oui. Parce que moi, j'essaie de cadre normatif également. On va avoir au niveau de la Banque centrale un stress test sur le cyber risque en 2024. Nous avons tout le contexte DORA qui va se mettre en place pour voir notamment comment la banque est organisée opérationnellement, mais également en gouvernance et en scénario de fallback pour pouvoir assurer une certaine résilience par rapport à ces attaques-là. Donc c'est un cadre normatif qui devient très occupé, je crois, du risque de cyber. Et comme les finances sont interconnectées, c'est un sérieux risque si jamais, effectivement, ce risque est mal géré. Si on le gère bien, on peut le gérer, zéro risque n'existe pas, mais il faut l'attaquer, il faut investir, il faut avoir une vue sur les différentes facettes de ce risque pour bien le voir. Et l'euro digital, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fragiliser les monnaies digitales, fragiliser les systèmes financiers? Comment vous sentez l'émergence de L'euro digital est un projet mené par la Banque centrale européenne et très différent des stablecoins privés qui peuvent exister. Pour nous, en tant que Banque française, on est interrogatif sur l'euro digital, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas immédiatement quelle est la valeur ajoutée qu'il pourrait donner par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans votre téléphone portable pour payer de manière complètement dématérialisée, immédiate. Il y a en plus des projets comme Europayment Initiative, qui sont des projets européens qui permettent de se passer de schemes américains pour aller payer à travers l'Europe. Donc, à ce stade, on a plutôt des questions que des réponses directes sur l'euro digital et son utilité. Si je puis me permettre, oui, bien sûr. Si on peut faire un petit détour outre-Atlantique, parce que ça permet de comprendre un peu les rapports de force et les questions qui se posent. Aux États-Unis, il y a 25 États dans lesquels il y a des projets de loi qui ont été déposés pour interdire l'utilisation d'une monnaie numérique de banque centrale. C'est assez étonnant. D'autant plus que c'est les États républicains qui d'habitude sont très laissez-fairistes, et là on veut interdire une monnaie numérique de banque centrale. Bon, c'est pas un secret que ceux qui ont déposé les projets, c'est le faux nez des opérateurs de paiement, parce qu'aux États-Unis, il y a des opérateurs de paiement qui sont pour l'essentiel des entreprises privées, qui pour l'essentiel gagnent beaucoup d'argent et qui auraient un petit problème de modèle économique s'il y avait une solution de paiement fiable et de fait soutenue par la Banque centrale. En Europe, ce n'est pas exactement le cas dans les mêmes termes, mais c'est vrai que je comprends que les banques considèrent qu'il n'y a pas besoin d'une monnaie numérique, dans la mesure où on a déjà un système de paiement qui fonctionne bien. Néanmoins, on voit le potentiel qu'il y a dans le fait d'avoir un opérateur de paiement unique qui offrirait une espèce de service minimal. Voilà. Qui offrait une espèce de service minimal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, si on prend l'exemple français, qui est-ce qui offre le service minimal? C'est la Banque postale. Et qu'est-ce que c'est la Banque postale, ça fait 2 fois que vous la citez. Oui, mais parce que qu'est-ce que c'est la conséquence d'offrir le service minimal? C'est que vous avez les clients qui intéressent personne. Si je puis me permettre, l'ensemble des banques proposent, au-delà de la Banque postale, qui a un service spécifique, si je peux dire, d'accessibilité bancaire, l'ensemble des banques proposent une formule
pour les clients les plus fragiles, avec des frais extrêmement limités, l'impossibilité de passer en négatif et donc on ne paye pas d'agio, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une offre, quelles que soient les banques, qui permet d'accueillir des publics fragiles, et ils ne sont pas tous à la Banque Postale en France. Peut-être un mot sur l'euro digital pour finir. Je pense qu'aux États-Unis, il y a une vraie question de population qu'on dit underbanked, c'est-à-dire une grande part de la population américaine n'a pas accès au compte bancaire parce que justement, il n'y a pas ce système d'offres pas chères qui permet à chacun d'avoir son compte. C'est absolument pas le cas en France où 99% de la population a son compte bancaire et je suis sûr que c'est le cas également par exemple au Luxembourg. Et alors pour revenir sur le thème de la conférence générale vers de nouveaux équilibres, on a presque le sentiment que, en fait, tout ce qui s'est passé en mars, qui a pu faire peur à un moment, n'a pas bousculé profondément le système financier qui continue sa vie. Et en fait, ça n'a pas été déséquilibré. Je ne dirais pas, parce que ça a tout de même mis en relief qu'il y a des risques et qu'il faut regarder des risques d'une façon beaucoup plus sérieuse. Je crois que c'est les interest rate risks que vous avez vu, que la Banque centrale regarde et dans un souci de transparence, et la transparence sert également à bien gérer toute la réputation. Donc avec la transparence, elle indique comment les banques gèrent ces risques. Deuxièmement, ce qu'on a vu également, que le retrait de liquidités va avec une vitesse extraordinaire. Il y a 15 années, on n'a pas vu. Donc là, est-ce qu'il faut revoir certains cadres normatifs au niveau de la gestion de liquidités, sur la qualité de ces liquidités, sur la concentration de ces liquidités, sur la durée du outflow qui aujourd'hui est encore assez longue. Et alors comment est-ce qu'on peut mettre là un cadre normatif éventuellement adapté? Je crois que ce sont des discussions. Je ne dirais pas que la crise maintenant pour les banques régionales de mars n'a eu aucun effet. Elle a eu des effets, pas maintenant direct qu'il y a autant de banques qui sont entrées dans des difficultés, mais ça aura un impact certain sur la gestion, sur les cadres de gestion, que ce soit interne dans la banque, quand c'est fait. Je peux vous dire, chez nous, on a regardé d'autres éléments qu'on n'avait pas regardés auparavant, que ce soit maintenant aux régulateurs, que ce soit également dans la prise de conscience à l'extérieur. Et c'est là où je crois que les banques, où les risques de réputation sont tellement grands, et on le voit avec l'activisme, les banques doivent mieux encore expliquer le modèle d'entreprise. On explique le modèle d'entreprise. Est-ce qu'il est connu par tout le monde? Est-ce qu'on compare encore les banques avec les requins high de Wall Street? Donc, à cet égard-là, les banques doivent faire un effort très important de communication sur le modèle d'entreprise, la vraie valeur ajoutée que les banques apportent au niveau de l'économie. Vous avez parlé de ESG, écologie, etc. Je crois que si vous regardez la taxonomie et si vous regardez les ratios qui en découlent, le GAR et le TAR, voilà, bonne chance si vous réussissez à expliquer à quelqu'un en disant une demi-heure et quelqu'un qui est de inside. Je peux vous dire, ça c'est impossible. Et donc, c'est cet effort-là que nous devons faire pour rebâtir cette confiance et non parce que les gens regardent la communication des banques seulement comme des messages marketing qui sont très fragile et très artificielle. Et est-ce qu'il y a plus qu'il y a 15 ans, quand même, je reviens à une question sur les banques centrales, ce sentiment que les banques centrales seront toujours là pour sauver parce qu'on ne peut pas se permettre un nouveau Lehman Brothers, too big to fail, etc. Est-ce qu'une partie de la confiance qui ne quitte pas en fait le système financier est liée au fait qu'on peut se reposer, on se dit maintenant, mais les banques centrales sont toujours là? Non, moi je pense que la confiance tient à ce que vient de dire Camille avec ses mots, et je dirais avec d'autres mots, c'est au fait que les banques sont utiles, que les banques sont là pour servir l'économie et que la manière dont elles le servent est compréhensible et que l'effort pédagogique que l'on doit faire a été un cran plus loin et que les personnes voient à la fois comment ça fonctionne et
comment derrière les banques sont utiles pour faire en sorte que la transition écologique, la transition numérique, la transition sociétale se fasse dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est ça qui est le plus protecteur, plutôt que de dire il y aura toujours en dernier ressort X ou Y, un État, une banque centrale. Je crois qu'il faut faire attention. Peut-être le dernier point, la réglementation pour moi n'a pas à être modifiée. C'est-à-dire que là, on a la dernière transposition de Bâle qui est en train d'arriver en Europe, qui donne un cadre qui convient bien, même dans le cadre des événements que vous citiez au mois de mars. Là où il faut faire attention, c'est la manière dont la supervision est mise en place et dont elle veille à ce que cette réglementation soit bien appliquée. Monsieur Pradier. Oui, justement, on a l'impression qu'il faut venir au secours des banques parce que les pauvres, elles nous font une crise financière tous les 15 ans. Qui a sauvé l'économie française il y a 2 ans pendant la Covid ? L'État. Oui, enfin si on veut, parce que certes, l'État a garanti les prêts que les banques donnaient, certes, l'État a indemnisé le chômage partiel, mais les prêts garantis par l'État, ce sont les banques qui les ont faits. Et si on a utilisé les banques, c'est pas parce qu'il fallait leur donner du boulot, c'est parce que les banques savent à qui il faut prêter. C'est ça leur expertise. Et de fait, elles ont su distribuer au compte-gouttes une aide qu'on n'allait pas déverser avec des seaux parce que c'était pas possible. Et de la même façon, quand il va falloir préparer la transition, certes, les banques vont pas faire les financements toutes seules. Mais quand il va falloir donner aux particuliers des prêts pour rénover leurs habitations, donner aux PME des prêts pour convertir leur mode d'utilisation de l'énergie ou leur flotte automobile, etc., les banques. Et donc, c'est pas seulement l'État ou la Banque centrale qui sauve les banques quand on a besoin quand les banques en ont besoin. Non, mais c'est pas seulement qu'elles se sauvent elles-mêmes, c'est qu'elles sauvent aussi les entreprises. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles font partie du modèle économique et social européen qui est que on laisse pas les forces aveugles du marché aller dans le décor et que, de fait, les banques, c'est ce qui amène le crédit au plus près de là où on en a besoin pour, y compris, passer les crises économiques. Parce que toutes les crises ne sont pas financières. Voilà. Le mot de la fin. Le cadre normatif qui a été imposé aux banques et que les banques suivent est toujours tout éthique. Nous avons aujourd'hui, le stress test l'a montré bien, nous avons un coussin de capital en Core Tier 1 qui est à disposition pour faire face à des chocs de moins 6% conjoncture, augmentation du chômage, augmentation de l'inflation, taux d'intérêt et réduction de la valeur de l'immobilier. Donc on a vu que ce coussin de capital qui était nécessaire pour en faire en sorte qu'après ce stress test de crise, il y a tout de même encore la moyenne des banques qui se sont tout de même très bien sorties et sorties très honorablement. Ça fait plus de 480 milliards, je crois, de ce coussin de capital qui est là et qui a été augmenté depuis 2014. Donc depuis l'Union bancaire européenne, on a mis la barre beaucoup plus haute. Ce qui fait également, c'est un capital que les banques doivent rémunérer. Ils doivent rémunérer à l'actionnaire. Et donc, la citation que vous avez dit, nous sommes dans un marché, est-ce que le marché est tellement porteur pour rémunérer bien ce capital? Ce sera également un grand défi de modèle d'entreprise pour demain. Eh bien, merci beaucoup. Merci à nos 3 panélistes. Et j'accueille Nicolas Bétou pour clore cette première matinée de débat. Merci pour ce débat passionnant. Merci. Merci à Cécile Desjardins qui avait animé la table ronde avant cela. Merci pour toutes ces interventions et pour le talent que vous avez mis à rendre passionnant et, je veux dire, presque politique des sujets dont le fond est essentiellement technique. Merci à Nicolas Maquel, le CEO de Luxembourg for Finance, de nous avoir fait confiance pour cette première matinée. Je le retrouve demain et nous nous retrouvons demain matin à 10h pour la deuxième matinée de débat qui s'articuleront essentiellement autour de 2 thèmes, la durabilité, la transformation et tout ce que la finance verte
doit affronter comme défi et a comme devoir dans cette grande transformation de l'économie et de la planète. Ça sera le premier thème. Et puis le deuxième thème tournera autour de l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Est-ce qu'il y a un risque ou une chance avec l'intelligence artificielle? Comment est-ce que la finance va intégrer, va pouvoir intégrer, va devoir intégrer cette nouvelle dimension d'Internet? Et bien sûr, j'allais dire le risque, le revers risqué de la médaille, qui est l'ensemble des sujets de cybersécurité sur lesquels les banques sont évidemment très mobilisées parce que les enjeux sont gigantesques. Merci de votre attention et d'avoir suivi cette matinée de débat de Luxembourg for Finance avec l'opinion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui sont intervenus dans ces tables rondes et à demain, 10h.